Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour ce dernier moment, ça passe vite, d'Avril Didactique. Je vais être assez succinct. Bon, on a déjà beaucoup parlé de tout ce projet. L'idée pour nous, c'était de fédérer ces trois universités, d'associer bien sûr l'Institut français que je représente et le service de coopération culturelle et l'association des professeurs de français à Istanbul, représentée ici par Yaprak, sa présidente. Et puis de s'interroger pour nous, au regard du succès que le projet a pu avoir, sur les besoins des personnes qui nous rejoignent, comme l'a souligné Françoise, malheureusement, on pâtit un peu des dernières mesures en Turquie et de tout ce que tout le monde met en place, parce qu'il faut savoir, Monsieur Blanchet aussi, que c'est notre dernier jour de liberté, entre guillemets. Donc tout le monde est en train de faire ses courses, de s'approvisionner, de passer ses examens, etc., avant de reprendre dans 20 jours. Et donc, ça me coupe dans ma réflexion, mais l'idée était aussi de s'interroger sur l'année prochaine et peut-être faire un événement pérenne de cet avril didactique et voilà, de créer un rendez-vous qui nous permettrait de fédérer les universités en Turquie, d'associer l'association des professeurs, peut-être d'élargir ce premier cercle aussi, et de faire un grand rendez-vous de la formation initiale, mais surtout continue de nos collègues qui sont soit en exercice, soit dans nos départements de didactique dans ces universités. Bon, moi, je tenais à vous assurer de mon soutien là-dessus, du soutien du SCAC, et surtout à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Monsieur Netmetin, on n'a pas eu l'occasion, alors ça c'est les difficultés d'une prise de poste en pleine période de pandémie, de se rencontrer, mais je suis très heureux de vous retrouver ici. Bon, Yaprak, Foussoun, maintenant on commence à bien se connaître, et c'est toujours très agréable de travailler avec vous, Françoise aussi. Et je pense qu'on a de très beaux projets devant nous et surtout réfléchir à la pérennité, faire ce recueil d'expérience et cette analyse un peu d'impact, quelque part, si vous me permettez ce mot, pour voir un peu ce que vont apporter à tous nos collègues ces interventions et voir comment aller de l'avant a posteriori. Mais je ne parle déjà pas au passé, parce que nous avons encore 2 heures devant nous avec Monsieur Blanchet. Et je vous cède donc la parole pour lui faire bon accueil. Et bien sûr, je remercie Madame Castellotti, je remercie Alper aussi, et je remercie Monsieur Blanchet pour cette intervention. Mhm. Merci beaucoup, Vincent. Donc maintenant, on va écouter Yaprak pour quelques mots. Merci François. Et comme Vincent vient de dire, moi aussi je suis ravie d'avoir collaboré avec vous. Et c'était très enrichissant. Et je vous remercie à toutes et à tous, particulièrement à Monsieur Blanchet d'avoir accepté notre proposition. Bon avis didactique. Foussoun. Alors, rebonjour à tout le monde. Moi aussi, ça fait un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir collaborer avec vous, avec l'Université de Galatasaray, avec l'Université d'Istanbul Cerrahpaşa, l'Institut français et l'Association des professeurs de français et l'Université de Marmara, bien sûr. Et au nom de mon université et de mes collègues et de mes étudiants, je remercie toutes et tous. Et je remercie particulièrement tous les intervenants. Et Madame Hubert, bien sûr, d'abord Castelletti, Madame Véronique Castelletti, Madame Hubert, Albert Aslan, Monsieur Philippe Blanchet et tous les autres intervenants que je n'ai pas cités. Donc, je vous souhaite une très bonne formation. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Donc, je suis ravie qu'on ait pu travailler tous ensemble pour lancer cette initiative. J'espère vraiment qu'on pourra continuer à l'avenir. J'ai construit un petit questionnaire que je vais déposer dans le fil de la conversation. Si vous pouviez y répondre, ce serait vraiment super pour qu'on puisse continuer à réfléchir sur comment on continue à l'avenir. Voilà, donc j'en ai terminé. On va laisser la parole à Philippe, que je remercie très chaleureusement d'être là aujourd'hui. C'est un grand honneur et c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Ben écoutez, merci. Tout le plaisir est pour moi, ou en tout cas, il est partagé. J'ai toujours grand plaisir à partager les idées, les réflexions, à voir comment vous pouvez réagir et aussi alimenter
les idées, les projets qui sont les miens. Donc, je participe toujours autant que je peux à ces moments d'échange, pour autant que mon agenda me le permette. Et là, ça tombait plutôt bien. Donc, coup de chance. Et pourquoi pas, coup de chance en avril de l'année prochaine. Alors. Bien, écoutez, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé un diaporama à partager avec vous. Encore faut-il que je le trouve. Partager l'écran. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, pour une raison que j'ignore, il ne veut pas voir. Attendez, je vais recommencer la manip parce que pour l'instant, voilà, ça y est, il l'a retrouvé. Il ne voulait pas trouver mon diaporama. Donc là, normalement, je pense que tout le monde devrait le voir. Ça vous va comme ça? Oui. Bon, très bien. Bon, voilà. Alors écoutez, l'idée c'était donc dans cette séance que nous partageons de vous proposer des réflexions sur le fait d'introduire une dimension francophone dans l'enseignement du FLE, et même, pourquoi pas, de reconsidérer carrément l'enseignement du français comme positionné principalement dans une dimension francophone. Donc, vous voyez qu'il y a deux polarités. Soit on peut ajouter une dimension francophone, soit on peut reconfigurer l'enseignement du français comme langue de la francophonie. C'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Donc, pour faire ça, j'ai prévu de suivre le plan suivant. Vous voyez, hein, dans un premier temps, réfléchir à l'histoire de la diffusion du français dans le monde et à ses conséquences qui ont mis en place un certain nombre de types de francophonie. Pour ma part, je propose d'en identifier 5. On verra ensemble si cette typologie vous convient. Évidemment, comme toute typologie, elle a ses limites, bien sûr. À partir de là, se demander quelles conséquences ça a pour le français d'être une langue diffusée à travers différents types dans l'ensemble du monde francophone, et notamment puisque mon cadre de réflexion principal est la sociolinguistique, d'être attentif aux variations que ça produit, à la diversité des usages du français dans différentes sociétés dans le monde. D'en prendre quelques exemples, y compris pour le plaisir, parce que ça donne du corps, de la matérialité, de la saveur à cette vision de la diversité du français, et puis de terminer mon exposé en essayant de vous convaincre, puisque personnellement j'en ai déjà la conviction, qu'il y a un certain nombre de bonnes raisons d'introduire cette dimension francophone internationale dans l'enseignement du français dit langue étrangère, et puis par la suite d'en discuter avec vous, sachant que pour moi la discussion fait partie intégrante du moment que nous allons partager. Voilà. Je pense pouvoir tenir mon exposé entre 50 minutes et 1 heure. Je me suis mis une petite alarme, vous voyez, qui est devant moi là, qui me dira si par hasard j'aurais un peu trop tardé et pris trop de temps. Et puis garder le temps que vous voudrez pour la discussion, sachant que, si j'ai bien compris, vous avez d'autres urgences qui vous attendent immédiatement après, vu les circonstances. Alors, d'abord, vous proposez cette petite histoire de la diffusion du français dans le monde que je vous propose de schématiser en 3 grandes périodes. C'est comme ça que je l'analyse en tout cas. 3 périodes qui se superposent pour partie l'une sur l'autre. La première commence au XVIe siècle. C'est d'ailleurs le moment où on commence à véritablement identifier une langue qu'on va appeler français, qu'on va considérer comme une langue à part entière, qui émerge des variations romanes du Moyen-Âge, et qui va connaître jusqu'au XIXe siècle une forme de diffusion, surtout à l'échelle européenne, mais déjà un peu à l'échelle mondiale, que j'appelle une diffusion élitaire, et je m'expliquerai sur le choix de ce terme. Et puis, à partir du XIXe siècle, une deuxième grande vague de diffusion qui, vous voyez, recouvre la première, en tout cas sur sa fin, sur le XIXe siècle, que j'appelle diffusion totalitaire et qui correspond à la diffusion par la colonisation, ce dont je m'expliquerai aussi, qui a duré jusqu'au XXe siècle et qui, d'une certaine façon,
n'est pas tout à fait finie, puisqu'il y a un certain nombre de territoires qui peuvent être considérés pour partie encore comme des colonies francophones, j'y reviendrai aussi. Et puis cette troisième période qui commence elle aussi au XXe siècle, qui se superpose à la deuxième partie de la précédente et qui dure jusqu'à nos jours, que j'appelle la période de diffusion altéritaire. C'est celle où justement on sort de la phase de colonisation et de la phase de diffusion dans les élites pour voir se mettre en place progressivement une appropriation du français par toutes sortes de populations, dans toutes sortes de sociétés et de milieux, et donc où le français est marqué par toutes sortes d'altérités, de différences, qui vont à la fois permettre son ancrage, mais en même temps accentuer, augmenter sa diversité. Alors, cette première phase diffusion dite élitaire, j'attire votre attention sur le fait que très tôt, cette petite carte le montre, dès le XVIe siècle, vous le savez, il y a eu une diffusion internationale du français, et vous voyez ici les voies maritimes par lesquelles, vous les connaissez bien sûr, par lesquelles principalement des gens qui avaient pour langue une forme de français ou quelque chose qui y ressemblait, parce que ce qu'on parlait à cette époque-là est très différent de ce qu'on parle aujourd'hui, et par quelle voie maritime, petit à petit, très tôt, à partir du XVIe siècle, ça a commencé à se diffuser, vous savez bien, notamment en Amérique du Nord, mais évidemment les contacts avec le sud de la Méditerranée en général, étaient déjà présents à cette époque-là. Alors, j'appelle cette période la période de la diffusion élitaire parce que à cette époque-là, le français qui n'est historiquement, j'y reviendrai, que la langue en gros de la région parisienne, donc la langue de la cour du roi de France, qui est un pays beaucoup plus petit à cette époque que ce qu'il est aujourd'hui, est une langue qui est une langue de pouvoir, qui commence à devenir une langue de pouvoir. D'ailleurs, c'est à partir du XVIe siècle que le français va remplacer progressivement le latin comme langue à statut élevé, comme langue à usage politique, administratif, juridique. Vous connaissez probablement ça. Et à la fois à cause de la puissance de la métropole parisienne, qui dès le Moyen-Âge était la plus grande ville d'Europe, et de la puissance croissante du pouvoir royal français, le français devient progressivement, à partir du XVIe siècle, toutes ces raisons conjuguées, une langue que s'approprient des élites à l'échelle européenne, et donc il est à l'époque déjà attesté que des savants ou des aristocrates dans les cours européennes, puisqu'à l'époque la plupart des États sont monarchiques, apprennent le français, parlent le français, utilisent le français, y compris dans leurs échanges internationaux et diplomatiques. Mais cet usage du français est restreint à ces élites-là, et elle y est restreinte dans ce qui est le royaume de France lui-même. Je vais y revenir pour la deuxième phase, qui à l'époque encore et pour longtemps reste un pays dans lequel on utilise peu le français, où on utilise surtout beaucoup d'autres langues qui caractérisent la diversité des provinces du royaume. Deuxième grande phase de diffusion, la deuxième expansion mondiale qui commence au XIXe siècle, c'est la période de colonisation active, de colonisation intense de la plus grande partie du monde, en tout cas sur tous les continents du monde, de territoires et de populations, au prétexte et au motif à la fois d'imposer une supériorité politique, de s'approprier des ressources économiques, d'être en concurrence avec les 2, 3, 4 autres nations européennes qui pratiquent la colonisation internationale, que vous connaissez, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal principalement, et aussi, en tout cas dans le discours français du XIXe siècle, c'est peut-être moins vrai pour les autres colonisations, de se croire investi d'une mission pour civiliser le monde à partir de l'idée qu'on serait plus civilisé que les autres. Vous connaissez peut-être cette célèbre
formulation qu'a eu Jules Ferry alors qu'il était président du Conseil pour défendre la colonisation, en disant que les races supérieures avaient le devoir de civiliser les races inférieures, ce qui est un résumé très efficace, très bref et évidemment vu d'aujourd'hui très choquant de l'esprit de la colonisation, en tout cas de la colonisation à la française. Et donc, toutes ces motivations convergentes, vous avez sous les yeux une carte prise dans un manuel scolaire français de la première moitié du XXe siècle. Vous avez une carte des principales zones colonisées par la France, où le français va prendre pied, mais d'une façon beaucoup moins forte qu'on pourrait l'imaginer, puisque, et ça a été étudié depuis, évidemment, en fin de compte, le français c'est peu répandu dans les populations à ces époques-là parce que, d'une part, on considérait que les populations colonisées n'étaient pas dignes de parler français, puisqu'elles étaient, pour beaucoup d'entre elles, considérées comme des races inférieures, mais aussi parce que les colons, même dans des pays qu'on a voulu intégrer fortement à la France, comme l'Algérie, par exemple, qui a été une colonisation de peuplement, qui à un moment donné a même été constituée en département français, donc qui était fortement intégré à la France, même en Algérie, où on a essayé d'appliquer les lois Ferry et de scolariser la population, les enfants de ce qu'on appelait à l'époque les indigènes, qui avaient le statut de sujets français, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de vote. Les colons s'y sont opposés parce que, d'une part, ils estimaient que c'était un gaspillage de moyens, puis ils avaient très peur de voir se former des gens qui avaient des capacités à la fois intellectuels, de méthode, de discours, etc., qui auraient pu se retourner contre la colonisation, ce qui s'est d'ailleurs en partie passé, puisque, comme vous le savez, une bonne partie des mouvements de décolonisation ont été initiés et menés par des intellectuels des pays en question qui avaient été fortement formés à la française et qui, justement, savaient utiliser la langue et les arguments de l'État colonial pour les retourner et pour essayer d'emporter une adhésion inverse. Donc cette période est une période où le français, on va dire, est semé un peu partout dans le monde, mais où pour l'instant il se développe très peu au 19e et au début du 20e siècle, pour les raisons que je viens d'expliquer. Avec cette petite exception, enfin ces deux exceptions principales, que sont d'une part l'Amérique du Nord où la colonisation est plus ancienne, on en a parlé juste avant, et où il y a donc des populations d'origine française plus ou moins francophones qui se sont installées, qui se sont développées, avec cette particularité que vous connaissez sans doute, que la quasi-totalité du continent américain a connu une décolonisation institutionnelle précoce, puisqu'elle date du 19e siècle pour la plus grande partie, mais ce n'est pas une vraie décolonisation, puisque c'est les colons d'origine européenne qui ont proclamé l'indépendance et qui ont maintenu leur pouvoir sur les colonies, que ce soit en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, au Mexique ou dans la totalité de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce n'est pas les populations autochtones qui se sont décolonisées et qui ont pris le pouvoir sur leur société, mais c'est les colons européens qui ont pris le pouvoir sur les sociétés et donc qui ont conforté la place de leur langue, bien sûr. Voilà, ce qui explique la place du français au Canada, notamment au Québec, en Ontario, en Acadie, sa petite place résiduelle aux États-Unis, mais quand même, et par exemple la place de l'anglais ou la place de l'espagnol et du portugais dans le reste du continent américain. Voilà pour cette phase d'expansion, deuxième phase d'expansion mondiale, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est aussi, et je crois que cette question est importante, c'est aussi le moment de l'expansion du français en France. Alors je vais être très rapide là-dessus. La carte de gauche est une carte que j'ai prise sur le site de l'Université Laval qui me paraît probablement l'une des plus fiables, qui représente les langues de France, en tout cas telle qu'on considère la France aujourd'hui, et notamment les langues qu'on parlait quand on a inventé la nation française moderne à l'époque de la Révolution française. Et vous voyez, je vous le pointe avec le pointeur de ma souris, que le français est la langue de cette partie-là de la France. Il est originaire de là, même s'il a été ensuite surélaboré
par des grammairiens, par des écrivains, y compris relatinisés, etc. Le français n'est pas la langue populaire de l'Île-de-France, mais en tout cas, il en vient, et que partout ailleurs en France, c'est d'autres langues qui étaient les langues principales, les langues de communication, et dans toute une partie de ces provinces qui avaient des statuts de très forte autonomie jusqu'à la Révolution française, ce qui est le cas de ma province qui est ici, hein, qui était aussi, et qui restait d'ailleurs une langue de littérature, une langue d'écriture, etc. Donc une langue d'administration, hein. En tout cas à l'oral. À droite, je vous montre une carte qui a été reconstituée à partir d'une enquête qui a été faite en 1863 par le ministre de l'Instruction publique, qui a commandé au préfet, donc aux représentants de l'État dans les départements français, hein, une enquête pour essayer de savoir dans quelle commune on parlait le français ou pas. Et donc, les préfets ont interrogé les maires des communes qui ont fait un compte-rendu de ce qu'ils savaient de leur commune, la plupart étant d'ailleurs des petites communes, des villages, etc., où cette connaissance était facile à construire par l'expérience. Et le retour dans les parties interrogées est très intéressant puisque vous voyez que dans toutes les zones qui sont en grisé, alors avec des variables différentes, hein, mais dans toutes les zones, ce sont des zones dans lesquelles le français soit n'est pas la seule langue utilisée, soit n'est pas utilisé du tout, hein. Je vais vous prendre des exemples qui me sont proches, hein. Vous voyez ce département ici, là, qui est le département du Var, qui est le département de Provence d'où est originaire une partie de ma famille, est signalé comme, vous voyez ce que ça dit, toutes ou presque toutes les communes sont non francophones. Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, 1863, et ça n'a pas changé si vite que ça, bien sûr, hein, dans cette partie-là de la France, par exemple, mais vous en avez d'autres qui sont du même type un peu partout, vous voyez, hein, on parlait quasiment pas ou pas du tout français dans la vie quotidienne. C'est ça que ça veut dire. Et c'est par la mise en place de l'école obligatoire exclusivement en français et par les politiques d'interdiction d'usage des autres langues de France que le français a été répandu progressivement, et ça va mettre presque 50 ans, c'est-à-dire que il va falloir attendre les années 1930 dans les grandes villes et les années 1950 dans les campagnes pour que le français devienne une langue usuelle, d'abord chez des gens qui sont bilingues, et que petit à petit, les enfants soient élevés en français et grandissent en français. Donc, c'est surtout les générations qui sont nées, vous voyez, entre 1930, 40, 50, 60, qui sont les premières générations à avoir grandi avec le français comme langue première, qu'on appelle souvent maternelle à tort, souvent en étant bilingue, hein, le français plus la langue dite régionale. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que ça veut dire une chose, c'est que le français n'est pas plus la langue de la France qu'il n'est la langue des autres pays francophones. La seule différence, c'est que le français est originaire d'une partie de la France et qu'il y doit son nom. Voilà, sachant que le nom de l'ensemble de la France est au départ le nom de cette petite partie-là, qui était le royaume de France, anciennement royaume des Francs. C'est la raison pour laquelle cette région s'appelle encore aujourd'hui l'Île-de-France, et que vous y trouvez des communes, comme par exemple une commune que vous connaissez, la commune de Roissy, où se trouve le grand aéroport Charles de Gaulle, dont le nom officiel est Roissy en France, hein, parce que cette région-là, tout comme il y a Aix-en-Provence, si vous voulez, hein, parce que cette région-là, c'est la France au départ. Bon. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que dès le départ, il n'y a pas de raison historique majeure de considérer que le français est la langue de la France, il est la langue d'une toute petite partie de la France, et donc il serait davantage la langue de la France que la langue des autres pays francophones du monde, où en gros, il se répand, ou en tout cas, il est installé à peu près à la même époque. Alors, il y a un décalage dans le temps parce que l'enseignement obligatoire en français va démarrer plus tard dans toute une partie des autres pays francophones du monde, mais c'est juste un décalage dans le temps, hein. C'est pas un décalage de rapport à la langue française, y compris parce que dans d'autres pays aussi, le français va devenir la langue d'éducation et la langue officielle. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans cette troisième phase,
qui est la phase qui commence progressivement avec les mouvements de décolonisation progressive qui naissent dans la première moitié du XXe siècle et puis qui aboutissent pour la plupart d'entre eux dans les années, en gros on dit entre 1954 et 1962, la quasi-totalité de l'empire colonial français est défait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que dans beaucoup de ces pays, vous voyez que ça concerne notamment le Maghreb et une grande partie du continent africain, mais ça concerne aussi l'océan Indien, ça concerne aussi la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique, plus, vous voyez, la Caraïbe ici, etc. C'est à partir de ce moment-là que dans ces pays, on va diffuser la langue française, bon gré, mal gré, parce que ces pays ont été fortement organisés par l'État français, à la française, qui, à l'inverse de la colonisation britannique, a vraiment imposé ses structures, son organisation, et a défait entièrement les structures traditionnelles qui préexistaient, ce qui n'est pas le cas dans le système britannique. Donc, quand ces pays accèdent à l'indépendance, les populations se retrouvent avec en main un pays organisé à la française, avec des administrations à la française, des villes construites à la française, etc. Et plus aucun moyen de revenir à l'organisation préalable qui a été oubliée, qui a été perdue, qui a été détruite petit à petit pendant un siècle, en gros, hein, pour faire court, et sur laquelle ils n'ont pas de possibilité de revenir immédiatement. Et donc voilà, brutalement, en l'espace souvent d'un an, 2 ans, on accède à l'indépendance. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bien, les gens qui ont mené ces mouvements, qui ont été les négociateurs avec l'État français, sont les gens qui avaient été éduqués dans le système français, qui le comprennent, qui parlent français, qui savent l'utiliser, et donc qui, au moins dans un premier temps, se disent, eh ben, on va continuer avec ce qu'on nous a laissé. Et donc, on nous a laissé une administration à la française, eh bien, on va continuer avec. Et évidemment, la langue qui va avec, c'est le français. Y compris, il faut mettre en place une éducation, mais pour l'instant, on ne sait pas la faire autrement qu'en français. D'ailleurs, on n'a pas de programme, on n'a pas de... Rien n'a été préparé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le développer en français. Le français va aussi avoir l'avantage dans une série de ces pays-là, mais pas dans tous, d'ailleurs on verra la différence que ça va donner dans le temps, d'être la langue de personne, puisque c'est la langue d'aucune des populations qui constituent l'État tel qu'il a été découpé par la France, hein, parce que toutes ces frontières sont artificielles et construites par la colonisation, et donc plutôt que d'avoir à choisir la langue des uns, ce qui pourrait fâcher les autres, de prendre le Sérère plutôt que le Wolof au Sénégal, vous voyez ce que je veux dire, hein, ou le Bambara au Mali plutôt que le Peul, pour ne fâcher personne, on dit on va garder le français qui est la langue de personne, et ça va rester la langue officielle, la langue d'administration, de telle sorte, d'une certaine façon, de mettre à égalité le reste des populations, de ce point de vue-là, évidemment, pas du point de vue social. Voilà pourquoi il y a cette période de diffusion et d'appropriation du français. Dans certains pays, il est la seule langue officielle, dans certains, il est co-officiel, dans d'autres, il n'a plus de caractère officiel, mais il garde un caractère officieux, c'est notamment le cas du Maghreb, je vais y revenir. Les enfants ont l'école en français, ils sont scolarisés et de plus en plus massivement en français, et évidemment, ça fait des populations francophones dont on voit le résultat aujourd'hui avec une présence forte du français. J'y reviendrai notamment sur le continent africain et en Afrique centrale. Je parle de diffusion altéritaire parce qu'évidemment, dès lors qu'une population, une grande partie d'une population s'approprie une langue, elle la transforme, elle la modèle à ses besoins, elle la met en contact avec ses autres langues, avec ses pratiques culturelles, avec ses projets, avec son mode de vie, avec son environnement naturel, évidemment. Hein. Et du coup, le français va se diversifier, il va être donc marqué par des altérités, au point qu'on va pouvoir revendiquer, et ça a été souvent fait, hein, que le français n'est plus la langue de la France, mais que le français est une langue africaine. Il y a un célèbre livre de Pierre Dumont qui date déjà des années 60, si mes souvenirs sont bons, le français langue africaine, hein, ou qui va être revendiqué. Pensez à un écrivain, un célèbre écrivain algérien bilingue dans son écriture, je veux dire, pas seulement en tant qu'Algérien, Kateb Yassine, donc Kateb est le nom de famille, hein, selon la tradition d'appellation en Algérie, qui a eu cette formule assez forte en disant le français est notre butin de guerre, on a fait la guerre pour se libérer de la colonisation et on a gardé le français et maintenant notre butin, ça veut dire le français est à nous, c'est devenu
notre langue, c'est plus la langue du colon. C'est pour ça que alors évidemment, cette vision-là n'est pas partagée par tout le monde dans les pays en question, mais c'est pour ça que je parle d'altérité, puisque le français devient la langue des autres. Il n'est plus seulement la langue du pouvoir colonial, ni de la France, ni même du pouvoir politique parisien. L'autre exception dont je voulais vous parler, elle est ici, elle est connue, hein, c'est la partie Liban-Syrie, le Liban ayant été découpé dans l'ancienne Syrie, où le français a été implémenté assez tôt, à partir du XVIe siècle, par les écoles chrétiennes, puisque suite à la fin des croisades, etc., vous connaissez cette histoire sans doute mieux que moi parce que c'est votre partie du monde, le roi de France a été, dans un accord qu'il avait passé d'ailleurs avec Soliman le Magnifique, avec le chef de l'Empire ottoman, le roi de France était le protecteur des chrétiens d'Orient. Et donc, c'est des chrétiens de France ou formés à la française qui ont scolarisé une bonne partie des chrétiens dans cette partie du monde, ce qui explique l'enracinement du français d'abord chez les chrétiens libanais, syriens, palestiniens, et puis ensuite se répandant, y compris dans d'autres populations, puisqu'aujourd'hui au Liban, le français est aussi partagé par une partie importante de la population de confession musulmane. Et là, on n'est pas vraiment dans une forme de colonisation, même si le protectorat franco-britannique qui a été mis en place au début du XXe siècle, après la guerre de 14-18, a bien sûr eu un effet de renforcement de la place du français sur la partie qui était sous la protection, je mets des guillemets évidemment, de la France. Du coup, ça aboutit à cette situation-là, hein, cette situation où vous avez aujourd'hui, d'une part, une francophonie avec un petit f, qui est la francophonie constituée par les usages du français, par les gens qui pratiquent le français à des degrés divers, dans des situations diverses, qu'ils l'utilisent à l'oral, à l'écrit, qu'ils le parlent ou qu'ils le comprennent, qu'ils l'écrivent ou qu'ils le lisent. Ça, c'est la francophonie avec un petit f, sur laquelle je vais revenir juste après avec mes types de francophonie. Et puis, ça a donné aussi une organisation politique de la francophonie, avec cette francophonie qu'on écrit avec un F majuscule pour représenter ce qui petit à petit a été organisé sous le nom d'Organisation internationale de la francophonie, que vous connaissez, l'OIF, qui est une organisation intergouvernementale. Et vous avez ici la carte que j'ai prise sur le site de l'OIF, actuelle des États membres qui sont en violet, vous voyez, des observateurs qui sont en vert et des associés qui sont en orange. Alors évidemment, les États membres, 54 États et gouvernements, parce que dans certains pays du monde, notamment de régime fédéral, c'est pas forcément l'État entier qui adhère, ou il y a une liberté des provinces, ce qui est le cas au Canada par exemple, et donc le Québec est membre de l'OIF, le Canada est membre aussi, sont tous les deux membres de l'OIF. Donc voilà pourquoi ce n'est pas seulement des États, c'est aussi des gouvernements. Mais vous voyez donc ici, on a évidemment parmi les 54 États, des États qui sont manifestement francophones avec un petit f, mais vous y voyez aussi des États qui sont peu francophones, comme par exemple l'Égypte, mais qui l'est pour partie, puisqu'il y a cette tradition de francophonie des chrétiens d'Orient toujours présente aujourd'hui, et d'une partie des intellectuels. Mais vous voyez aussi que vous avez là-dedans, par exemple, la Grèce, une partie d'États des Balkans qui sont évidemment très peu, voire quasiment pas francophones avec un petit f, avec une exception pour la Roumanie où il y a une forte tradition d'enseignement et d'apprentissage du français, ce qui veut dire qu'il y a un décalage entre la francophonie avec un petit f, la francophonie linguistique d'une part, et puis la francophonie avec un grand F, la francophonie politique d'autre part. Alors, c'est encore plus frappant si vous y voyez quels sont les États observateurs, hein, le Mexique, l'Argentine, par exemple, hein, si vous voyez quels sont les États associés, vous voyez que vous avez ici dans le Golfe Persique des États, les Émirats,
qui ont plutôt un usage de l'anglais comme langue internationale à côté de l'arabe que du français. Vous avez ici le Ghana. Alors, pour certains, ça s'explique évidemment. Hein. En Amérique latine, c'est parce qu'il y a une grande tradition, là aussi, d'usage du français comme langue, on va dire, des arts et de la culture. On a encore récemment constaté que dans beaucoup d'universités, une étude a été faite là-dessus en Uruguay, par exemple, hein, à l'université de Montevideo, beaucoup des sources bibliographiques proposées aux étudiants étaient des auteurs français. Donc là, ça peut s'expliquer par ça. Ça peut s'expliquer pour le Mozambique par le fait qu'il donne sur l'océan Indien, qui est une zone fortement francophone, et donc il a besoin d'avoir des relations internationales avec ses voisins. Ça peut s'expliquer pour le Ghana parce qu'il est entouré de pays francophones, bien sûr, hein, mais ça s'explique de façon exclusivement géopolitique et pas du tout pour des raisons linguistiques. Par exemple, pour toute cette partie des États d'Europe centrale et orientale, qui n'ont aucun voisinage francophone, mais qui ont eu besoin d'adhérer à une organisation internationale au moment de la chute de l'Empire soviétique pour appartenir à un bloc, sachant qu'ils n'appartenaient plus au bloc dit de l'Est, qu'ils ne souhaitaient évidemment pas intégrer immédiatement le bloc représenté par l'Ouest, l'OTAN et les États-Unis pour des raisons que vous connaissez, historiques que vous connaissez bien, et donc que leur allégeance à une organisation intergouvernementale internationale s'est portée sur l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une grosse organisation. Hein. C'est la plus grosse organisation internationale, intergouvernementale après l'ONU. L'ONU, par définition, rassemblant la quasi-totalité des États du monde, presque 200 aujourd'hui. Hein. Vous voyez que celle après qui regroupe le plus grand nombre d'États du monde, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, puisque si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas refait l'addition, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à 88 ou quelque chose comme ça, 88 États. Voilà, donc ça c'est la francophonie institutionnelle. Il faut évidemment distinguer cette francophonie institutionnelle des francophonies qu'on pourrait appeler socio-linguistiques, hein, que je vous propose d'analyser, d'étudier, de catégoriser sous la forme de 5 grands types que je vais vous présenter rapidement. Alors, la plus connue, c'est celle qu'on appelle traditionnellement la francophonie du Nord, et qu'on appelle du Nord parce que les États, les sociétés qui la constituent sont situés dans l'hémisphère Nord. Ces caractéristiques sont que le français y est langue première de la majorité de la population, qu'il y ait langue officielle ou co-officielle, qu'il y ait langue principale, voire exclusive ou presque exclusive d'éducation. Et si vous ajoutez ces 3 critères-là, vous voyez que vous allez trouver justement la France, une partie de la Belgique, une partie de la Suisse, le Canada et notamment certaines des provinces du Canada, dont le Québec, l'Acadie, qui est une partie du Nouveau-Brunswick ou une partie de l'Ontario. Mais n'oubliez pas que le Canada est officiellement bilingue au niveau fédéral et qu'il y a des communautés francophones avec des écoles francophones, etc., dans la totalité du territoire canadien, même là où les anglophones sont dominants à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan politique. Donc, une francophonie du Nord caractérisée de cette façon-là. Ensuite, une francophonie que je considère comme une francophonie un peu particulière, qui est la francophonie créolophone. C'est-à-dire les sociétés dans lesquelles la langue première de la plus grande partie de la population est un créole, lui-même d'origine française, hein, qui est issu du français comme le français est issu du latin, ou comme l'italien, l'espagnol ou mon provençal sont issus du latin. Hein. Et donc, ces créoles ont une particularité, ils sont différents les uns des autres, ils ont aussi quelques points communs. Ils ont d'abord des particularités historiques parce qu'ils naissent dans des sociétés esclavagistes et notamment dans des îles. Donc, il y a un fort déterminisme socio-historique qui est encore très présent évidemment dans ces sociétés-là, hein, dans la façon dont les gens pensent leur rapport aux langues et leur rapport aux autres. Mais ça a aussi une conséquence, c'est que la langue principale des gens est proche du français. L'essentiel du lexique est le même, par exemple. Hein, pas tout, mais l'essentiel du lexique est le même. Et donc, on va avoir affaire à des sociétés dans lesquelles la francophonie est d'une certaine façon intriquée, tissée, mêlée dans la créolophonie. C'est-à-dire que vous avez
des gens qui parlent parfois plutôt du français, parfois plutôt du créole, souvent quelque chose qui est un peu ce qu'on appelle souvent un mélange entre les deux, hein, qu'un sociolinguiste martiniquais, d'ailleurs, qui a étudié sa société d'origine, appelle un interlecte, hein, c'est-à-dire le fait que les Martiniquais parlent dans leur île quelque chose qui est fait de lectes différents, qui sont tout le temps en relation les uns avec les autres, et donc il est toujours difficile de déterminer très précisément si quand quelqu'un parle, il ne parle que créole ou que français, parce qu'il y a toujours quelques petites traces de l'un dans l'autre, et puis que dans la majorité des situations, les gens parlent quelque chose qui est constitué des deux, surtout aujourd'hui où la grande majorité de la population a été scolarisée, et où elle est scolarisée massivement, principalement et parfois même presque exclusivement en français. Donc ça fait des situations francophones un peu particulières. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de les identifier à part, on y reviendra si vous voulez. Il y a là-dedans des îles qui sont aujourd'hui des départements français, qui sont pleinement intégrés avec des statuts parfois légèrement différents, mais à la République française, où le français est la seule langue officielle, où le français est la seule langue, ou quasiment la seule langue d'enseignement, mais où le français n'est pas la langue première de la majorité de la population, parce que la majorité de la population grandit en créole ou en créole et en français, donc en interlecte si vous voulez, mais pas seulement en français. Ensuite, il y a cette francophonie qu'on appelle là aussi pudiquement du Sud, parce que la majorité des sociétés qui la constituent se situent, disons, au sud de la francophonie du Nord, hein, si vous tracez une ligne au milieu de la Méditerranée, et vous allez y trouver des sociétés dans lesquelles le français est souvent langue officielle ou co-officielle, mais pas toujours. Il y a toute la question du Maghreb où le français n'est pas langue officielle, mais disons qu'il a une forme d'officialité officieuse, où le français est la langue principale, ou en tout cas une langue importante d'éducation, et où le français n'est pas la langue première de la grande majorité de la population, même si une partie de la population peut grandir bilingue, hein, parfois même monolingue en français, mais enfin, ça doit être des cas extrêmement rares dans des catégories très aisées, politiques, économiques et culturelles de la population. Et vous trouvez dans cette francophonie du Sud, ben, vous voyez bien le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais aussi Madagascar, par exemple, pour prendre une île de l'océan Indien, parmi d'autres parties du monde. Voilà. Moi, j'aime bien ajouter à ces trois francophonies, déjà j'ai ajouté la francophonie créolophone qu'on identifie rarement de façon particulière, les francophonies que j'appelle les francophonies ponctuelles. Les francophonies ponctuelles, c'est les francophonies où il y a ponctuellement dans des populations, dans des sociétés, des groupes importants de francophones, principalement pour des raisons historiques, mais dans des sociétés qui ne sont pas particulièrement francophones et surtout qui ne sont pas perçus ou identifiés comme francophones. Je vous en donne quelques exemples qui vont probablement vous parler. Alors, je vais prendre un exemple européen ou des exemples européens qui sont peut-être un peu moins connus. Il y a une francophonie ponctuelle en Italie. Alors, je ne parle pas de la région autonome du Val d'Ost où le français est deuxième langue officielle pour des raisons historiques. Je parle, j'y ai fait déjà allusion tout à l'heure, à la place du français dans toute une partie de la population italienne, notamment chez les intellectuels et les artistes. Il y a eu longtemps, c'est encore très présent, même si ça tend à diminuer, une tradition d'éducation et de pratique du français, en français, chez beaucoup d'universitaires, d'écrivains, de metteurs en scène, vous savez, toute la tradition du cinéma italien, d'artistes italiens, d'intellectuels italiens, qui est encore très visible par le fait qu'il est très fréquent qu'on interviewe en français des gens, pour prendre un disparu, de la stature d'Umberto Eco, par exemple, qui était un francophone très à l'aise, hein, ou des grands metteurs en scène comme Federico Fellini, par exemple. Hein, voilà. Autre francophonie ponctuelle, au Portugal, pour une raison tout à fait différente. Vous savez sans doute que le Portugal a connu une dictature
partir du milieu du XXe siècle, la dictature de Salazar, après un coup d'État. Beaucoup de Portugais ont fui à ce moment-là le Portugal et se sont réfugiés en France, non pas en Espagne, parce qu'il y avait aussi une dictature au même moment, celle de Franco. Et donc, beaucoup de Portugais ont fui, y compris parce qu'ils ont fui la pauvreté et la misère, et beaucoup ont été travaillés en France, en Belgique, au Luxembourg principalement, y ont appris le français, et souvent ont des enfants qui y sont nés, parfois même des petits-enfants aujourd'hui qui y sont nés. Et quand le Portugal est redevenu une démocratie, une partie de ces Portugais sont retournés vivre au Portugal, et en tout cas, beaucoup de ceux qui étaient partis avaient gardé des relations avec le reste de leur famille et se sont mis à y revenir très fréquemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Portugal, il est très facile de croiser dans la rue des gens qui parlent français, plus ou moins, et souvent plus que moins, c'est-à-dire qui parlent français comme vous et moi. C'est très facile de leur faire l'expérience, en tout cas dans les villes, hein, mais peut-être aussi dans des villages de campagne, pour les raisons que je viens de vous dire. J'en ai moi-même fait l'expérience d'essayer de parler un portugais bricolé pour prendre un billet de train à la gare de l'aéroport de la capitale, et de me voir répondre dans un français parfaitement fluide par le monsieur en face de moi qui avait compris que j'arrivais de France. Peut-être l'avait-il vu sur mon billet d'avion, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des expériences qu'on vit. Une francophonie ponctuelle, c'est ça. Je vous en donne un troisième exemple, et ce sera le dernier. C'est la francophonie israélienne. Parce qu'une partie de la population israélienne d'aujourd'hui est constituée de populations de confession juive qui ont quitté notamment le Maghreb au moment de l'indépendance de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, puis ensuite à d'autres moments, pour d'autres raisons, je fais court, ou qui ont quitté la France. Il y a aujourd'hui une proportion notable de citoyens israéliens francophones, parce qu'ils ont grandi en France dans des familles francophones, ou au Maghreb dans des familles francophones. Les Juifs d'Algérie, par exemple, avaient obtenu, enfin on leur avait donné, ils n'avaient pas demandé d'ailleurs, la nationalité française à partir de la fin du 19e, le décret Crémieux, j'ai plus la date en tête, et donc ils étaient pleinement citoyens français, donc ils avaient une tradition francophone forte. Hein. Et donc, évidemment, l'Israël n'est pas un État francophone, on ne l'imagine pas comme une société francophone, sauf qu'il y a des francophones, et d'ailleurs, quand on regarde les informations à la télévision française et que des gens sont interviewés en Israël, ça arrive souvent pour les raisons des tensions politiques que vous connaissez dans cette partie-là du monde, il est très fréquent que les gens répondent en français au micro. Voilà. Donc, voilà ce que c'est les francophonies ponctuelles, et il y en a d'autres sur lesquelles je ne reviens pas. Enfin, et c'est celle qui vous concerne la plus directement, je pense qu'il ne faut absolument pas négliger la francophonie didactique. Le français est l'une des deux langues les plus enseignées au monde, les plus diffusées dans le monde par l'enseignement. Ce que vous faites, vous, ce que font vos étudiants ou vos anciens étudiants pour la plupart d'entre vous. Et donc, ça veut dire qu'il y a du français dans des lieux de classe, dans des lieux d'enseignement, à peu près partout dans le monde, et qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes, et avec les années, ça arrive même à des millions de personnes, qui sont plus ou moins francophones, en fonction de la durée de l'apprentissage, de leur réussite, des usages qu'ils ont continué à en faire ou pas, à travers le monde entier, à cause de cet enseignement du français dans le monde. Et donc, il y a une francophonie d'origine didactique qui est incontestable. Et d'ailleurs, tous ceux et celles d'entre nous qui avons voyagé dans le monde, on s'est rendu compte qu'on pouvait à peu près partout rencontrer des francophones. Évidemment, il y a des zones du monde où c'est plus difficile que d'autres, mais on peut à peu près partout rencontrer des francophones. Tout ça me conforte dans l'idée, si vous les additionnez, toutes ces sortes de francophonie, que le français est devenu, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et encore plus maintenant au XXIe siècle, une langue internationale de l'ensemble des francophones du monde, la langue de tous les francophones du monde, et je compte comme francophone toute personne avec qui on peut interagir à des degrés divers en français, éventuellement qui préférera nous répondre dans une autre langue, mais qui comprend ce qu'on lui dit en français, et qui peut répondre en français ou lire ou écrire, parce que les compétences sont parfois fortement dissociées, plutôt que de considérer que le français est la langue de la France ou la langue de Paris. Ce qui fait qu'il y a un gros décalage, et moi, il me gêne beaucoup, on en parlera si vous voulez, entre les manuels de FLE qui vous enseignent presque toujours, en tout cas de façon très majoritaire, le français comme la langue de France avec comme symbole Paris, alors qu'aujourd'hui,
Le français, y compris, je vais y revenir, en termes de quantité de francophones, en termes de dispersion des usages, est bien davantage la langue d'autres pays du monde que la langue de la France. Et donc, c'est comme si on réduisait l'empan du français et de ce que ça permet de faire à une toute petite partie de la francophonie au lieu de lui donner toute sa dimension et d'une certaine façon de le déconnecter de son histoire qui est en partie aussi une histoire totalitaire, cette fameuse histoire coloniale. Du coup, ça aboutit à ça. Vous voyez aujourd'hui, ici en bleu sur cette carte, les pays où le français est langue officielle ou co-officielle, et en vert, les pays dans lesquels il n'est pas langue officielle ou co-officielle, mais dans lesquels il joue un rôle important de langue officieuse, on va dire, hein, en tout cas fortement utilisée. L'exemple le plus massif, c'est évidemment le Maghreb, hein, que je connais bien pour y travailler souvent et beaucoup depuis longtemps, où la totalité de la vie, y compris institutionnelle, administrative, est bilingue. En Algérie, tous les documents, à ma connaissance, en tout cas l'immense majorité des documents administratifs, sont disponibles en français et en arabe standard, qui n'est pas celui que parlent les Algériens. Hein. Et d'ailleurs, il est très fréquent que les Algériens, qui constituent l'un des 2 ou 3 pays où il y a le plus grand nombre de francophones au monde, remplissent en français les documents administratifs plutôt qu'en arabe standard, parce qu'ils se sentent plus à l'aise en français que dans cet arabe qu'ils ont lui aussi appris à l'école. Voilà, il y a des journaux en français, il y a des télés en français, des radios en français, et dans toutes les villes du nord de l'Algérie, qui concentrent 90% de la population, vous trouvez des gens qui sont capables de vous parler dans un français qui peut être aussi fluide que le mien, parfois un peu moins, mais vous allez pouvoir rencontrer des francophones vraiment de façon quasiment immédiate. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de la francophonie avec un petit f, même et que je considère que le français, enfin je ne suis pas le seul, hein, il est langue officieuse seconde, alors qu'il n'y a pas de statut de langue officielle. Du coup, pardonnez-moi, je continue. Vous voyez ce que ça donne en termes de locuteurs du français. Il y a une chose qui est frappante, c'est que si on peut considérer en gros qu'un tiers des usagers du français sont en Europe et donc sont principalement des Français, des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, quelques Italiens, des Monégasques, vous voyez que 44% des locuteurs du français se trouvent aujourd'hui en Afrique subsaharienne et dans l'océan Indien, notamment Madagascar et les îles aux alentours. Hein. Et donc, il y a déjà davantage de francophones ailleurs dans le monde que dans la francophonie du Nord, auquel vous pouvez ajouter l'Afrique du Nord pour 15%. Et là, du coup, la francophonie du Nord et la francophonie de France deviennent clairement minoritaires, en tout cas en quantité. Ça n'empêche pas que dans l'imaginaire, dans le statut, dans les représentations, ça continue à être pensé comme un pôle dominant. Ici, vous avez une carte représentant très partiellement, mais c'est indicatif, mais quand même, hein, ce qu'on pourrait appeler la francophonie didactique. Alors, vous avez en violet, là où le français est enseigné comme langue première, presque exclusive à des élèves qui eux-mêmes l'ont pour beaucoup d'entre eux, mais pas tous, loin de là, même en France. Hein. Mais en tout cas, pour plus de la moitié d'entre eux, peut-être les 3/4, le français comme langue première. Vous avez en rose les pays où le français est la quasiment seule langue ou première langue d'éducation à côté d'une autre langue, par exemple c'est le cas dans les pays du Sahel, hein. Et donc vous avez là, vous le voyez bien, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, sachant que l'Afrique centrale est aujourd'hui la plus grande zone francophone après la francophonie du Nord. Vous y avez évidemment aussi, bien sûr, Madagascar ou l'île Maurice. Et puis vous avez en orange le Maghreb avec ce fameux statut particulier dont je viens de parler, y compris parce que le français n'y est pas la langue principale d'enseignement, mais tous les Algériens, les Tunisiens, les Marocains et un peu moins, mais quand même les Mauritaniens, apprennent le français dès l'école primaire. Hein. Donc ils ont un apprentissage très tôt et très longtemps du français qui devient langue d'enseignement pour partie au lycée, selon les pays, et en tout cas pour l'enseignement supérieur, notamment technologique et scientifique. Et enfin, vous avez quelques pays en jaune, mais il faudrait préciser la carte, on pourrait la discuter, où le français est la première ou l'une des 2 premières langues étrangères apprises par la population, et notamment par les élèves à l'école, y compris dans des pays où il a été obligatoire aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose, mais il a été obligatoire en Syrie, par exemple, à partir de 2003, il a été obligatoire au Brésil jusqu'en 1960.
13 ou 17. Je vous dis ça de mémoire. Hein. Et vous imaginez bien, évidemment, que pour les Canadiens anglophones, le français est la première langue apprise à l'école, de la même façon qu'il l'est pour une bonne partie des Britanniques, qui ont peut-être une alternative avec l'espagnol, ou pour toute une partie des pays d'Europe que vous voyez ici représentés en jeu. C'est pour ça que cette francophonie didactique, c'est quelque chose qui compte, hein, ce n'est pas juste une caractéristique secondaire de la diffusion du français dans le monde. Répartition des apprenants du français, justement, là aussi c'est très intéressant. Vous voyez que vous en avez 45% dans le monde qu'on peut, pour faire court, appeler arabo-musulmans, hein, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Je sais bien qu'il n'y a pas que des Arabes et des musulmans. Hein. Moi qui fréquente beaucoup l'Afrique du Nord, amazigh, berbère, comme on disait autrefois, j'en suis évidemment pleinement convaincu. Mais voilà, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Vous en avez 23% dans l'Afrique subsaharienne et l'océan Indien, c'est-à-dire qu'à eux seuls, ils représentent les 3/4 des apprenants du français dans le monde. Mais vous en avez quand même, vous voyez, 8% Amérique Caraïbes, 21% en Europe, principalement évidemment dans les zones non francophonie du Nord, hein. Et vous en avez, le parent pauvre évidemment c'est l'Asie et l'Océanie, où il y en a, mais où il y en a évidemment beaucoup moins, c'est probablement la zone la moins francophone du monde. Du coup, ça aboutit à des variations du français, hein, cette diffusion massive du français, c'est-à-dire que les gens s'approprient le français à leur façon, l'adaptent à leurs besoins, le transforment tout à fait légitimement et en plus inévitablement, y compris par contact avec leurs autres langues, tout comme ça s'est passé en France, je vais y revenir juste après. Alors je vous rappelle les 4 grands axes de variation de toutes les langues varient dans le temps, elles varient de façon historique, on ne parle pas le même français aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 200 ans pour ceux qui étaient déjà francophones, mais vous connaissez ça, c'est vrai aussi pour le turc, puisque vous êtes en Turquie, hein. On ne parle pas le même turc aujourd'hui qu'il y a 50 ans, et vous savez bien que les petits-enfants ne parlent pas la langue de la même façon que leurs grands-parents. Ça varie évidemment dans l'espace, pour les raisons que j'ai déjà dites, hein, y compris parce qu'on vit différemment, on a un univers différent, et on ne parle pas le même français parce qu'on a une façon d'être au monde qui n'est pas la même, selon qu'on est, vous imaginez bien, dans un pays tropical de l'hémisphère sud ou dans un pays comme le Québec du nord de l'hémisphère nord, par exemple. Ça varie dans la société, on ne parle pas la langue de la même façon selon les milieux sociaux, ça c'est valable aussi partout. Hein. Les gens du monde rural ne parlent pas comme les gens du monde urbain, les ouvriers ne parlent pas comme les classes moyennes, qui ne parlent pas comme les classes aisées, etc. Bon, vous connaissez ça bien sûr. Hein. Ça varie aussi de façon communicationnelle, c'est une des choses que vous enseignez bien sûr à vos étudiants, c'est qu'on ne parle pas français de la même façon selon les situations de communication dans lesquelles on se trouve et les effets qu'on veut produire dans ces situations de communication. Vous multipliez ça par l'ensemble de l'expansion mondiale du français et vous imaginez l'extraordinaire variation qui va toucher cette langue, comme toutes les langues, pardon, je suis revenu en arrière sans le vouloir, de grande diffusion. Vous pouvez comparer à l'anglais, c'est la même chose, qui est la langue dans la situation la plus proche de celle du français. Vous pouvez comparer aussi, par exemple, à l'espagnol, mais pour prendre des exemples qui sont de moins grande diffusion, c'est vrai pour l'allemand, c'est vrai pour l'arabe, par exemple, qui sont des langues internationales de moindre diffusion que les 3 langues que j'ai nommées précédemment. Alors ça aboutit par exemple, alors je vous avais dit que je vous donnerais quelques exemples pour rendre la chose un petit peu sympathique et un petit peu agréable, ça aboutit à cette variation-là. Par exemple, ici vous avez, pour des choses tout à fait ordinaires, donc dont on parle souvent, hein, ici pour nommer le bout de tissu avec lequel on lave le sol, qu'en français standard on appelle plutôt serpillière, vous avez le résultat d'une enquête, les mots locaux qui sont employés en France, en Suisse, ici, en Belgique francophone et aussi au Québec, pour nommer cet ustensile-là. Vous voyez qu'il y en a toute une série qui sont très très différents les uns les autres. Je ne rentre pas dans le détail, bien sûr. Hein. Je vais vous montrer des exemples. Alors, il se trouve que j'ai été amené à piloter et à coécrire avec 2 de mes collègues à l'université Rennes 2, Stéphanie Clerconin et Gudrun Ledeguen, un jeu dont vous avez ici la boîte, qui s'appelle Francophonie au pluriel, le grand jeu de toutes les langues françaises, qui est un jeu un peu éducatif sur le modèle
par exemple, si vous le connaissez, du Trivial Pursuit, pour prendre un jeu qui est très connu, où il y a des cartes, des dés, puis il y a des questions et des réponses, il faut donner les bonnes réponses. Hein. Et je vous montre ici quelques-unes des cartes. Alors, il y a une série de questions qui s'appelle mots et expressions. Il y a plusieurs autres séries de questions. Hein. Et vous avez ici des exemples des questions qu'on pose pour savoir si les gens connaissent ou pour les éduquer à connaître hein, la diversité du monde francophone, le français dans toute son expansion francophone. Alors voilà, je vous donne des exemples. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ça sur votre écran. Hein. À La Réunion, un tabouret se dit bois de cul. Vrai ou faux? Donc ça, c'est les questions faciles, elles sont en vert, et c'est une réponse alternative. Hein. Attraper le black à Saint-Pierre et Miquelon signifie attraper la grippe. Vrai ou faux? Ici, vous avez au Cameroun, être couranté signifie être branché, c'est-à-dire être au courant des choses à la mode. Et puis, vous avez les questions plus compliquées, vous avez plusieurs réponses, il faut choisir les bonnes, en rouge, par exemple. Hein. Par quelle expression désigne-t-on une rumeur publique en Côte d'Ivoire? Téléphone Canac, radio-trottoir, radio-oreilles. Dans quel pays francophone dit-on 70 pour 70? Et là, je pense que c'est assez gros pour que vous les voyez, hein, etc., etc. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la diversité du français dans le monde francophone. Et du coup, pourquoi est-ce que ça me paraît intéressant d'enseigner le français comme une langue francophone, enfin une langue du monde francophone et pas seulement une langue standard de Paris, pour dire les choses de façon un peu chargée, forcée si vous voulez, hein, ou en tout cas pour introduire du francophone dans l'enseignement du FLE. Alors voilà la série des raisons que je vous propose, on pourra les discuter. La première, je viens, je crois, d'essayer de vous la montrer, c'est la forte dimension internationale du français, elle me paraît incontournable, hein, et tout le reste me paraît être une réduction de ce qu'est le français, parce que ça permet de préparer nos apprenants à la diversité des variétés du français et des variations inattendues qu'ils vont rencontrer. Je pense que c'est une chose que vous connaissez, qu'on a tous connue quand on a appris d'autres langues. On vous enseigne une langue standard normative qui elle-même est peu utilisée dans le pays où elle est supposée être la langue principale, comme le français standard de France ou l'anglais standard en Angleterre. Et puis, un jour, vous allez dans le pays en question, vous écoutez les gens parler et vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'emploient pas, ils ne prononcent pas comme ça, ils n'emploient pas les mêmes mots, ils ne posent pas les questions de la même façon, ils n'appliquent pas les mêmes règles de grammaire. Et du coup, vous êtes complètement désarçonné au point même de vous dire, mais qu'est-ce que c'est comme enseigner ce n'est pas la même langue que celle que je croyais. Et ça me paraît être un échec de l'enseignement que de n'avoir pas préparé les apprenants à rencontrer cette réalité des pratiques linguistiques. Je ne dis pas qu'il faut forcément les leur enseigner, parce que d'abord elles sont infinies, ce n'est pas humainement possible, mais au moins les y préparer et leur enseigner en fonction par exemple de ce que connaît l'enseignant ou l'enseignante, plusieurs variétés, 2 ou 3, pour que déjà, dès le départ, ils pensent à la langue comme une langue plurielle, et puis surtout qu'on les prépare en leur en faisant entendre, avec l'idée que c'est normal que les gens parlent la langue de façon différente pour ne pas être désarçonnés et pouvoir s'adapter, demander aux gens des explications, dire « je ne comprends pas, est-ce que ça correspond à tel mot ?» Enfin, vous voyez bien tout ce qu'on peut imaginer comme régulation des problèmes d'intercompréhension. Moi-même, j'ai vécu et travaillé en Afrique anglophone. J'y ai enseigné le français au début de ma carrière, après avoir été angliciste de formation et donc avoir appris à l'université, dans le secondaire et à l'université, un anglais principalement britannique standard, vous savez, BBC, Queen's English, et un peu américain, états-unien, y compris à cause des chanteurs qu'on écoutait beaucoup à cette époque-là. Quand je suis arrivé travailler au Nigeria, les gens ont trouvé mon anglais très bizarre. Moi, j'avais parfois un peu de mal à comprendre ce que les gens me disaient, et ils m'ont proposé de m'apprendre, de me réapprendre l'anglais pour que je parle un anglais plus proche d'eux et pour que les relations soient meilleures. Ce que j'ai accepté de faire, que j'ai fait, et qui a facilité les relations avec les gens, bien sûr. Mais ça, c'est possible que si vous avez déjà dans la tête que vous allez arriver chez les anglophones qui parlent un autre anglais, parce que c'est normal qu'ils aient leur anglais à eux. Même chose pour les francophones. Du coup, vous allez aussi adapter l'enseignement aux besoins et aux trajectoires de vos apprenants, parce que leurs besoins ne sont pas forcément, ils sont même probablement très peu, de s'exprimer ou de comprendre seulement du français normatif de France. Il est très probable qu'ils ont besoin de comprendre des Français ordinaires de France et d'ailleurs, et puis ils peuvent faire
ça me dit que mes 55 minutes sont passées, j'arrive au bout, ça tombe bien. Ils peuvent avoir des trajectoires dans leur vie qui vont les amener dans d'autres pays francophones, où c'est d'autres Français, d'autres variétés de Français qui vont leur être utiles, hein. Je vous donne un exemple tout simple, hein. J'ai des étudiants qui ont été enseignés le français dans des alliances françaises en Floride et dans la Caraïbe. Où l'essentiel des francophones qu'on rencontre sont des Québécois, en tout cas des Canadiens, qui viennent en vacances, parce que c'est le même fuseau horaire, en Floride, enfin vous savez bien, hein, à Porto Rico, dans ces pays-là, voilà, et qui parlent un français québécois. Et les gens qui venaient apprendre le français avec eux, c'est des gens qui voulaient travailler dans le tourisme, parce que du coup, ça crée beaucoup d'emplois, pour être guide, pour être agent d'accueil, pour être serveur au bar, au restaurant, à la plage, enfin vous imaginez tout ça, et qui venaient apprendre le français. Mais évidemment, ils ont besoin de comprendre du français québécois, et ils ont besoin de parler dans un français que les Québécois comprennent, et d'employer les mots dont ont besoin les Québécois, et pas les mots qu'on emploie en France. Par exemple, en français québécois, on fait la différence entre une boisson et un breuvage. L'une est alcoolisée, l'autre ne l'est pas. En français de France, il n'y a pas, on dit boisson. Et on ne fait pas la différence entre les deux, parce qu'on n'a pas le même rapport à l'alcool. Ben, s'ils proposent une boisson et que les autres disent non, je veux un breuvage, et qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, on n'a pas fait son travail et on ne les a pas préparés à leur trajectoire d'usager du français dans le monde. Bon, je pense que ça permet aussi de contribuer à une éducation interculturelle, c'est-à-dire à préparer les gens à rencontrer la diversité des humains, à l'accepter, à vivre avec, à la trouver normale, y compris sur le plan linguistique, et donc à ne pas pratiquer ce que j'appelle la glottophobie, c'est-à-dire à ne pas mépriser les autres à cause de leur façon de parler ou la langue qu'ils parlent, et de ne pas les refuser, les éjecter à cause de leur langue. Et ça a un impact sur les enseignants de français, parce que vous savez comme moi qu'il y a une représentation qui est tout à fait idéologique et arbitraire, qui consiste à penser qu'un locuteur natif, qui d'ailleurs n'existe pas, en tout cas un locuteur ou une locutrice langue première du français, a forcément un français plus légitime, et donc la personne est elle-même plus légitime pour devenir enseignant ou enseignante de français. Et donc, on recrute de façon discriminatoire davantage des gens qui ont le français comme langue première que des gens qui l'ont comme langue seconde ou troisième, alors que les gens qui l'ont comme langue seconde ou troisième sont parfaitement suffisamment francophones pour pouvoir l'enseigner. Et qu'en plus, ayant connu le parcours d'apprentissage, sont peut-être mieux à même de comprendre les questions qui se posent à leurs apprenants. Et pourtant, ils font l'objet d'un rejet glottophobe, de discrimination à l'embauche, y compris parce qu'évidemment, ils vont avoir un accent qui va être un accent dû à leur langue première, qui peut être le turc ou l'espagnol ou l'anglais ou l'arabe ou le swahili ou que sais-je. Mais moi, quand je parle français, qui est une de mes langues premières, c'est pas la seule, mais qui est langue première, quand je parle français, j'ai aussi un accent dû à mes autres langues. Et donc, pourquoi est-ce que leur accent à eux leur interdirait d'enseigner le français et pas à moi? Vous voyez bien qu'on est dans l'arbitraire et dans l'imaginaire, même dans l'idéologie. Et du coup, ouvrir une dimension francophone, c'est considérer que tous les francophones sont légitimes pour enseigner le français, même s'ils parlent du français sénégalais, du français québécois ou du français tunisien, et que tous les francophones qui ont appris le français à un niveau suffisant sont légitimes pour l'enseigner à leur tour. Du coup, ça veut dire que tout le monde a une place dans la francophonie, que cette vision diversitaire du français ouvre la porte à tout le monde pour parler français à sa façon. Donc c'est une vision que je considère plus inclusive du français, alors qu'une vision restreinte au français normatif de France et de Paris est une vision exclusive. Et du coup, dernière chose, ça vous donne un atout pédagogique, qui est que vous pouvez piocher dans les variétés de français ce que j'appelle un plus petit système linguistique commun, c'est-à-dire que vous pouvez proposer à vos apprenants de prononcer le français, prenons l'exemple de la prononciation qui est un cas classique, sans s'embarrasser de complexité du français standard qu'on ne trouve pas dans les usages ordinaires du français. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. En français standard, qui est le français, c'est vrai pour la majorité des Français de la moitié nord de la France, mais pas tous, on fait par exemple la différence entre les phonèmes O fermé, O ouvert, E fermé, E ouvert, E fermé et ouvert. Moi, en tant que méridional, je ne la fais pas. Une grande partie des francophones du monde ne fait pas d'opposition phonologique entre les deux. Du coup, on peut se dire, on ne va pas embêter nos apprenants à la faire, puisqu'il y a déjà plein de francophones langue 1 dans le monde qui ne la font pas.
Et du coup, on peut se dire, bon, ben, ça, c'est du français fonctionnel, qui est légitime, puis il y a plein de gens qui parlent comme ça et on le remarque à peine, et ben on va laisser nos apprenants. Et vous voyez qu'en piochant dans la diversité des usages du français, on peut du coup faciliter l'apprentissage du français par nos apprenants. Alors, je termine en vous montrant juste quelques ressources. Je vous rappelle que c'est facile d'aller trouver des ressources pour intégrer la francophonie dans l'enseignement du français. Sur le site France Éducation, vous avez un portail de ressources pour enseigner la francophonie et les francophones avec toutes sortes de liens. Vous les connaissez sans doute en partie. Vous avez des travaux dans les revues spécialisées pour les enseignants de français dans le monde. Ici, un numéro très récent, 2018, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est écrit dessus, mais je ne le vois pas, du français dans le monde. Oui, 2018, c'est ça. Vous avez dans certaines méthodes de FLE, la présence de la diversité du monde francophone. Ici, c'est une méthode dans laquelle vous voyez, vous avez un panneau bilingue en Ontario, si mes souvenirs sont bons, au Canada, mais aussi un autre panneau bilingue avec une langue amérindienne pour vous montrer que les francophones ne sont pas que francophones, qui parlent d'autres langues et que ces autres langues ont aussi le droit d'être là. Je vous renvoie aussi au jeu éducatif sur les francophonies que j'ai fait, piloter et coécrit avec mes collègues aux éditions A6000. Et je termine, hop, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça repart dans l'autre sens, en vous rendant la parole et en vous remerciant de votre patience. Merci beaucoup Philippe pour cet exposé extrêmement intéressant. On va passer aux questions. J'ai vu que des mains se levaient. Anne, tu avais une question à poser? On peut commencer par Anne, ensuite peut-être Hugo. Hugo, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Donc, alors, moi aussi, j'ai plus de ma caméra, par contre, vous m'excuserez, j'ai plus de caméra. Vous m'entendez? On commence par Anne, ensuite Hugo, et puis si vous avez des questions, Sandrine ensuite. Alors, Anne, Hugo, Sandrine. Ensuite, je pense que Serrat aura une question sur la glottophobie. Et puis, on fera un point après avoir écouté ces 4 questions. Merci encore, Philippe. Alors, en fait, moi, ce n'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque, puisque ma question était arrivée tôt dans votre présentation et ensuite vous avez répondu et vous avez créé aussi d'autres questions, d'autres réflexions. Je suis de la moitié nord de la France, mon mari est de la moitié sud, il a un accent toulousain que tout le monde ne comprend pas. Je suis rentrée dans le monde du FLE il y a une dizaine d'années et j'ai eu cette posture aussi, cette question, quelle légitimité j'ai à enseigner ma langue maternelle en fait. C'est vraiment une question qui m'a toujours animée, qui m'anime toujours et en fait que je retrouve au travers des manuels où essentiellement le français de France est enseigné. On essaye de mettre quelques petites gouttes du français de Belgique, du français du Québec avec Linda Lemay par exemple, ou un petit peu d'Afrique. Alors je sais qu'il y a des obligations marketing. Quand on est au Vietnam, on n'a pas très envie d'avoir un Français d'Afrique pour y avoir travaillé d'ailleurs, mais voilà, c'était simplement tout ce que vous avez dit. Moi, je l'ai vécu, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le FLE et j'ai vraiment vécu tout ce que vous avez raconté sur la dichotomie entre le nord et le sud de la France que je vis au quotidien avec mon mari et voilà, il sait quand j'ai maman au téléphone par exemple, parce que moi j'ai un accent et un phrasé bourguignon, morvandio qui existe encore, hein, comme vous l'avez raconté, mes arrière-grands-parents parlaient cette langue et voilà, c'était simplement un témoignage de tout ce que vous avez raconté et pardonnez-moi d'être voilà, tout simplement une professeure, une formatrice de FLE avec toutes ces représentations, ces questionnements qui nous animent et moi je les garde, voilà, je ne cherche pas forcément de réponse, mais je reste toujours sur ces… oui, mais ne vous excusez pas, au contraire. Et l'autre chose, c'est, bon, vous avez quand même posé une question au début, en tout cas vous la posez et vous nous la posez en la formulant, qui est quelle légitimité vous avez à enseigner votre langue maternelle. Je pense que la légitimité ne tient pas au fait que la langue en question soit maternelle ou pas. D'ailleurs, en tant que sociolinguiste, j'emploie pas l'expression langue maternelle, vous l'aurez sans doute remarqué pour des raisons dont je peux m'expliquer, mais votre légitimité, vous l'avez parce que vous avez une compétence linguistique, on va dire, suffisante en français,
mais ça pourrait être votre langue seconde ou troisième, que ça n'y changerait rien, et parce que vous avez une compétence professionnelle pour enseigner en général et pour enseigner les langues en particulier. Et ça vous donne toute votre légitimité. Mais c'était tout le sens d'une partie de mon exposé, ça ne vient pas du fait que le français est votre langue maternelle. Du moment qu'on est suffisamment francophone et qu'on a une formation professionnelle pédagogique et en didactique des langues, on est légitime pour enseigner. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé vraiment à regarder ma langue comme une cible, comme un objet cible, quand j'ai commencé à apprendre le thaï. J'ai vécu en Thaïlande à ce moment-là. Et en fait, en apprenant une autre langue, d'où cette démarche aussi. Aujourd'hui, j'habite à Istanbul depuis quelques mois et j'ai décidé d'apprendre le turc. Mais je pense qu'en apprenant une autre langue, on a aussi cet éclairage que l'on porte à notre langue maternelle ou notre langue seconde, mais notre langue cible dans notre métier d'enseignant. Je trouve que c'est intéressant aussi de… Ouais, moi j'ai toujours pensé, je l'ai toujours pratiqué moi-même, qu'on a le devoir, quand on vit et qu'on travaille avec des gens, d'apprendre leur langue. Oui. Et ça doit être, ça rétablit une forme d'horizontalité, évidemment pas au même degré, hein, souvent on n'a pas le temps, etc. Mais quand même, de faire cet effort-là, d'abord on les comprend mieux, pas au sens linguistiquement, mais vous voyez ce que je veux dire, culturellement. Oui, ou même phonétique aussi, des fois, on rencontre les… Oui. Et puis l'autre chose, moi je crois que, par contre, l'un des avantages qu'on peut avoir pour enseigner une langue, c'est d'être soi-même plurilingue et de l'être devenu, ou dans l'idéal encore, de l'avoir toujours été. Là où il peut y avoir des problèmes, mais ça se résout, hein, c'est quand des gens qui apprennent à d'autres une deuxième ou une troisième langue, eux-mêmes n'en ont qu'une. Et qui ne savent pas ce que c'est que de fonctionner comme un biplurilingue. C'est normal, enfin, ils peuvent s'en rendre compte un tout petit peu dans les variétés de leur propre langue, mais c'est très limité. Ils n'ont pas vécu l'expérience du biplurilinguisme, et du coup, c'est un peu contradictoire avec leur mission, si vous voulez. Donc je crois qu'il faut qu'ils se forcent à apprendre d'autres langues pour faire l'expérience du biplurilinguisme aussi. Oui, puis de se rendre compte aussi que les langues sont vivantes et se rencontrent et se croisent et que voilà, et qu'il y a des échanges, on se donne des mots, on reçoit d'autres mots, on les modifie, Oui. Merci J'ai terminé. Merci Anne. Hugo, peut-être votre question. Alors, donc Hugo, Sandrine, Serra, Tony. D'accord? Hugo? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci pour votre présentation. Donc, ma question elle est assez simple, c'est qu'est-ce qui définit le fait d'être francophone? Est-ce qu'il y a des critères qui rentrent en jeu pour définir vraiment ce que c'est être francophone, quoi? Alors, on peut définir des critères, mais il y a différentes façons de définir le fait d'être francophone. Il n'y en a pas une qui soit unanime et unique, hein. D'abord, ça dépend si on pose la question sur le plan, vous savez que les langues ont deux fonctions principales, de la fonction qu'on va dire communicative pour faire court, et de l'autre fonction qu'on appelle souvent identitaire, que moi je préfère appeler existentielle ou d'identification pour assouplir un peu la chose, parce qu'on peut se revendiquer d'une communauté linguistique pour des raisons d'identification, alors même qu'on a peu ou pas de compétences dans la langue en question. Ça a été très bien étudié, hein. Bon. Et c'est légitime aussi, je veux dire, de dire je ne parle pas cette langue parce qu'on ne me l'a pas transmise, c'est un cas classique, hein, mais je le regrette et je me sens quand même appartenir à cette communauté, c'est ma communauté linguistique d'attachement, je trouve ça légitime aussi. En termes communicatifs, et là n'importe qui peut l'affirmer, après tout du coup c'est vraiment une question d'identification, hein, de choix individuel. En termes d'appartenance à titre communicatif ou communicationnel, ça dépend de la définition qu'on se donne de qu'est-ce que c'est qu'une compétence linguistique. Mais si on a une définition large, inclusive, notamment la fameuse définition de Coste, Moore et Zarat, vous savez, qui est la base mal exploitée d'ailleurs du cadre européen commun de référence, et vous connaissez ça, hein, qui dit que on peut être considéré comme biplurilingue dès lors que dans une autre langue, on a une parcelle de compétences, quelle qu'elle soit, sur chacun, au moins un des 4 grands axes de compétences. Du coup, toute personne qui peut comprendre un peu de français à l'écrit ou à l'oral, ou parler un peu de français à l'écrit et ou à l'oral, est considérée comme francophone. Et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des très très grands écarts de compétences
entre ces quatre grandes compétences, hein, y compris à cause des capacités d'intercompréhension qui sont beaucoup étudiées depuis une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant en didactique des langues. Souvent, quand les gens utilisent des langues apparentées, mais pas seulement, hein, moi je connais des gens qui sont capables de lire de l'anglais de façon assez évidente, hein, y compris pour leur pratique scientifique, mais qui sont très mal à l'aise pour le parler, donc ils ont un écart de compétences qui est énorme. Moi, je suis capable de lire des livres entiers en espagnol, en catalan, en portugais, en corse, que j'ai jamais appris, mais vraiment des bouquins entiers, et je pense que je les capte à 95%, allez, soyons un peu modérés, alors que je suis très mal à l'aise pour essayer de parler ces langues-là. Je le fais, je me jette à l'eau, je m'en fous, mais je bricole du pseudo-portugais mélangé de... Alors j'ai grandi avec 3 langues romanes, le français, le provençal et l'italien, ce qui fait que je mélange un peu tout ça avec un peu d'espagnol que j'ai chopé en allant travailler en Amérique du Sud, voilà. Je peux fabriquer des trucs que les gens comprennent, mais mon niveau de compétence est très très bas, hein. Par exemple, ma compréhension orale est très faible en portugais du Portugal. Elle est meilleure en portugais du Brésil parce qu'il est plus articulé, il y a moins d'élision, alors que ma compréhension du portugais écrit est très forte, voilà, vous voyez. Donc, du coup, est-ce que je suis lusophone? Bah oui, mais il faut dire comment. Je suis capable de comprendre. Vous pouvez m'écrire un mail en portugais. Je suis abonné à une liste de diffusion d'enseignants de français de langue d'ailleurs brésilien. Je reçois tous les jours des messages en portugais. Je comprends très bien ce qu'ils racontent. Est-ce que je suis lusophone? Bah oui, mais lusophone à la réception, à l'écrit. Vous voyez? Et il y en a qui sont plus lusophones que moi parce qu'ils peuvent parler la langue un peu, moyennement, beaucoup, pour parler de certaines choses ou pour parler de beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, ces gens-là sont des locuteurs de la langue à des degrés divers. Merci beaucoup, Hugo. Est-ce que vous voulez continuer? Alors oui, merci pour cette réponse, monsieur. J'aurais une seconde question sur un autre thème. C'est la mort des langues qui aujourd'hui sont peu pratiquées. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des rapports de force entre les langues et certaines sont plus pratiquées et plus présentes dans le monde, comme l'anglais qui est étudié par beaucoup d'étudiants dans le monde, puisque c'est considéré comme indispensable dans le milieu professionnel. Donc, est-ce que vous pensez que l'apprentissage de l'anglais aux nouvelles générations peut être une menace pour les langues anciennes et qui peuvent être amenées à disparaître? Est-ce que dans les prochaines décennies, avec la mondialisation, on va se retrouver avec plus qu'une poignée de langues qui domineront le monde? Alors, l'avenir, j'ai du mal à le prédire, surtout dans ces questions-là où toutes sortes de facteurs peuvent intervenir et modifier complètement le cours des choses. Qui aurait parié au XVIIIe siècle que l'hébreu redeviendrait une langue vivante et la langue officielle d'un pays? Personne, hein, voilà. Qui aurait parié au XIXe siècle que le basque et le catalan redeviendraient des langues officielles, langues premières de 2 pays du monde, enfin, pays intégrés dans d'autres, mais vous voyez, bon, voilà. Donc, c'est un peu difficile, la prédiction. Ce que je sais, pour l'avoir étudié de près, c'est que d'une part, pour reprendre votre formulation, il n'y a pas des rapports de force entre les langues, il y a des rapports de force entre les gens qui parlent des langues différentes, hein, et que s'il y a une langue qui est imposée par certaines personnes à d'autres, ça peut effectivement, ça exerce un rapport de force, ça c'est clair. Et donc c'est bien des choix politiques liés à des relations entre les gens, entre les peuples, entre les groupes humains, qui déterminent l'histoire linguistique et que ce n'est pas une histoire linguistique qui fait sa vie toute seule de façon autonome. Donc la question est une question profondément de relations politiques ou géopolitiques ou sociopolitiques. Ce que je sais aussi, c'est que la cause principale de la réduction du nombre de langues parlées sur Terre en ce moment, c'est la colonisation au XIXe siècle. Donc ça met du temps à faire son effet, hein. Aujourd'hui, on sait que plusieurs centaines de langues disparaissent chaque année et que ces langues sont principalement des langues parlées qui étaient parlées ou qui sont parlées par de moins en moins de gens aujourd'hui en Afrique et en Amérique latine. À cause de la colonisation anglaise, française, principalement en Afrique, portugaise un petit peu, et à cause de la colonisation portugaise et espagnole en Amérique latine. Parce que les langues comme le français,
qui sont des langues de pouvoir, de puissance, imposées, évidemment, produisent des effets sur des langues et des populations qui n'ont pas les moyens de se défendre contre ça. Donc, il y a une solution à ça, évidemment, c'est le plurilinguisme, hein, c'est de considérer que ce qui est important, ce n'est pas que les gens parlent une langue, ce qui est important, c'est que les gens en parlent plusieurs, et d'avoir ce qu'on appelle de plus en plus dans mon domaine de spécialité un souci écologique, qui consiste à dire qu'il faut équilibrer les langues de l'environnement, et que si les gens apprennent une langue de diffusion internationale comme l'anglais ou le français ou l'espagnol, il faut aussi renforcer leur pratique d'une langue d'usage beaucoup plus local, à la fois en termes d'espace, de nombre de gens qui la parlent, etc. Dans ce cas-là, effectivement, on peut espérer un monde où les langues de grande diffusion et les puissances politiques, économiques, etc., les intérêts qui sont derrière, n'écrasent pas des petits groupes de gens qui ont leurs autres langues, leur propre langue à côté. Et je pense qu'une des façons, c'est aussi de répondre par le plurilinguisme international. Moi, je m'insurge systématiquement quand on me dit l'anglais, c'est la langue internationale. Je dis non, l'anglais est une langue internationale. J'en connais au moins deux autres qui sont quasiment à niveau égal, c'est le français et l'espagnol. Et je vous donne un exemple tout bête, hein. Moi, mon ordinateur est en italien, parce que c'est l'une de mes langues et que j'y tiens. Quand je me connecte à un site, comme ça reconnaît que mon ordinateur est en italien, ça me propose presque toujours un site en anglais. Pourquoi? Parce que je parle italien, je devrais forcément être anglophone. Je ne peux pas être aussi francophone, même quand je vais sur un site français francophone. Hein. Pourquoi? Voilà. Quand je me donne une anecdote, le portugais est une langue internationale, on est bien d'accord, hein, évidemment à un niveau moindre, mais quand même. Je prends l'avion pour aller travailler au Brésil, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Il y a des Brésiliens dans l'avion, ils s'adressent à moi en anglais. Mais pourquoi? Parlez-moi portugais. Vous avez une langue internationale, commencez d'abord par vérifier si je ne parle pas la même langue que vous. D'ailleurs, je leur dis, parlez-moi portugais, fala português. Vous voyez, arrêtez de converger vers un monolinguisme langue internationale pour le remplacer par un plurilinguisme langue internationale avec le français. Moi, quand dans mon université m'envoie un jour un message, enfin envoie à tous les collègues un message en disant à la bibliothèque universitaire, pour la classification des publications, on a considéré que les publications en anglais sont des publications d'ampleur internationale et les publications en français sont nationales. J'ai répondu, vous foutez du monde ou quoi? Enfin, le français est une langue utilisée dans 50 pays du monde, c'est pas international ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà. Donc, dites aussi que le français c'est international, que l'espagnol c'est international, etc. Et du coup, vous mettez dans la tête des gens l'idée que ce vers quoi on doit aller, c'est toujours vers du plurilinguisme, jamais vers du monolinguisme, et que du coup, il y a des plurilinguismes de langues de grande diffusion, et qu'il doit y avoir des plurilinguismes d'attachement local. Moi, je parle, je continue à parler, j'ai parlé à mes enfants et je défends ma langue dite régionale d'origine, le provençal, je continue à la parler et à l'écrire tous les jours, et j'y tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne m'empêche pas de travailler à la diffusion du français dans le monde francophone. Merci beaucoup, Philippe. Je pense qu'on peut passer à la question de Sandrine. Donc ensuite, on aura Serrat, Tony, Fussoun et Alper. D'accord? Donc Sandrine, on vous écoute. Merci beaucoup de me passer la parole. Merci à Monsieur Philippe Blanchet. Je suis Sandrine Estelle, étudiante à l'Université de Marmara. Je viens de l'Afrique centrale et du Cameroun en particulier, où nous avons le français qui est parlé à 70% et l'anglais qui est à pratiquement 30% comme langue officielle et langue seconde. Alors, j'ai une toute petite préoccupation. Le Cameroun, actuellement, c'est plus de 280 ethnies, qui est équivaut à pratiquement 280 langues nationales, du fait que nous n'avons pas une langue nationale. À cause des mariages interethniques, parce que papa est de telle région, maman est d'une autre région ou d'une autre ethnie, les enfants, les jeunes ont tendance à mettre, en fait, nous mettons l'accent sur le français. Papa et maman, pour communiquer à la maison, c'est le français. Alors, du coup, l'enfant grandit avec, je ne dirais pas la langue première, mais grandit avec le français que papa et maman utilisent régulièrement. Du coup, pour cet enfant,
le français aura quel statut? Est-ce qu'il va considérer le français comme sa langue première? En fait, je suis un peu dans cette logique. Je voudrais que vous me donniez votre point de vue là-dessus. Merci. Alors, très bien, merci. Alors, il se trouve qu'en plus, la situation camerounaise, je la connais bien pour y avoir travaillé, dirigé des thèses, etc. Mais elle est assez typique de l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui l'Afrique la plus francophone, hein, notamment pour les raisons que vous dites, hein, parce que le français sert de langue véhiculaire entre les groupes qui constituent ces pays-là. C'est moins vrai, par exemple, au Sénégal, où il y a une autre langue véhiculaire qui est le Wolof, par exemple. Hein. Bon. Quel sera le statut? L'idée, c'est toujours de penser les langues au pluriel. Ça sera l'une des langues premières. Parce que les gens ont souvent plusieurs langues premières. Alors, le continent africain, de ce point de vue-là, est exemplaire. Hein. D'abord, c'est le continent le plus plurilingue du monde. Et notamment la partie, si vous tracez une ligne qui va du Sénégal au Cameroun, tiens, justement, là, vous avez le croissant à l'ouest, hein, que les linguistes appellent le bassin de fragmentation belt, disent les africanistes anglais. C'est la zone du monde où sont concentrées le plus de langues, où il y a le plus grand nombre de langues concentrées, pour des raisons historiques de migration des populations qu'on connaît bien aujourd'hui, mais peu importe. Et l'idée, c'est de penser au pluriel, de se dire que quelqu'un qui grandit avec la langue de son père, la langue de sa mère et le français, parce qu'il est dans le Cameroun francophone, ou l'anglais, ou plutôt d'ailleurs l'anglais camerounais qu'on appelle vulgairement pidgin dans la zone anglophone, il a 3 langues premières. C'est tout, voilà. Et de ne pas les hiérarchiser. Après, effectivement, peut-être, hein, mais a priori, il n'y a pas une langue qui devrait être absolument la langue première au singulier et les autres qui ne le seraient pas. Et je pense qu'elles le sont, d'après ce que vous me dites, ce que vous me décrivez, c'est probablement les 3 à peu près à égalité, parce qu'elles ne remplissent pas toutes les mêmes critères, mais ça doit s'équilibrer. Donc je pense cette personne a plusieurs langues premières. Et c'est important que les parents ne renoncent pas à parler en plusieurs langues à leurs enfants, parce que là, la tentation, c'est d'abandonner les 2 langues et de parler qu'au français. C'est terrible parce qu'on a la capacité de faire grandir un enfant avec 3 langues et on décide de ne le faire grandir qu'avec une seule. Et c'est un appauvrissement terrible. Bien sûr, le français ouvre plus de portes que, je ne sais pas, le bamileke ou voilà. Mais il n'empêche qu'il n'ouvre pas plus de richesses, par contre, éducative, culturelle. Il en ouvre, mais le bamileke en est plein autant. Donc, il n'y a aucune raison, vous voyez ce que je veux dire, hein, de priver cet enfant de la langue de son père ou de la langue de sa mère. Si je peux me permettre, il y a peut-être aussi la question de la transmission en contexte familial, oui, et des représentations qui sont liées aux langues africaines aujourd'hui quant à la peut-être possible réussite des enfants. Oui. J'avais travaillé au Ghana et dans les enquêtes qu'on avait pu faire, on avait recueilli beaucoup d'informations selon lesquelles les parents considéraient que leur langue n'était pas… ne devait plus être transmise puisque ça n'allait pas servir aux enfants. Oui, c'est vrai, mais c'est un grand classique qui a été très bien étudié, oui, d'ailleurs en sociolinguistique ou en sociologie. Oui. C'est le fait que les dominés collaborent à leur propre domination parce qu'ils n'ont pas les moyens de la renverser. Mais, et oui, c'est ça. Mais la bonne solution de fond à long terme, c'est de renverser la domination et voilà, de restituer leurs valeurs à leur langue autochtone, je ne sais pas comment les appeler, hein, en disant, bah oui, l'anglais a une valeur, c'est clair, il n'y a aucune raison de la lui nier, mais vos langues à vous, je ne sais pas ce qu'ils parlaient, peut-être Yoruba ou quelque chose comme ça dans ce coin-là du monde, ont une valeur aussi. Et donc, renverser l'ordre socio-linguistique de votre pays pour mettre les langues, sinon à égalité, à moins d'inégalité, et du coup, parler votre langue à votre enfant, ça aura un sens. Sinon, évidemment, l'ordre des choses étant ce qu'il est, je les comprends tout à fait. Ça, c'est clair. Oui, oui, parce qu'un de nos enquêtés nous avait dit avec Twi et Ga, on va nulle part dans la vie. Comment? Avec un de nos enquêtés nous avait dit avec le Ga et le Twi, on ne va nulle part dans la vie. Ah oui. Deux des langues du Ghana. Oui, sauf que les langues ne servent pas qu'à se déplacer dans l'espace. Oui, et dans une carrière aussi. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Oui, bien sûr. Sandrine, vous voulez réagir ou on peut passer à la question suivante? J'ai une toute
une deuxième petite préoccupation. Je souhaiterais recueillir l'avis de M. Philippe Blanchet en tant que sociolinguiste. Alors, comme je vous le disais il y a un moment, le Cameroun, c'est plus de 280 ethnies. Et vous pensez-vous que la possibilité de travailler sur ce choix, en fait, d'associer plusieurs langues pour ne former qu'une seule langue nationale est possible dans un contexte comme le nôtre? Non. Comme Non, le non, mien. c'est pas possible, bien sûr. C'est la raison pour laquelle l'ancienne partie anglophone qui faisait partie du Nigeria est restée à garder l'anglais comme langue officielle et la partie francophone le français. Je crois que l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de préserver le plurilinguisme. Alors déjà, le fait que le Cameroun ait 2 langues officielles d'origine européenne, a priori, c'était plutôt une bonne idée, sauf que ça tourne mal. Parce que la solution, ça aurait été que tous les Camerounais soient bilingues français-anglais en plus de leur langue à eux. Et du coup, il n'y aurait pas eu ce sentiment d'être minoritaire chez les anglophones que vous connaissez avec les tensions que ça a créé au Cameroun, d'une part. Donc, c'est-à-dire qu'on enseigne l'anglais en zone à dominante francophone et le français à zone dominante anglophone, et qu'en plus, on enseigne aux gens, enfin, qu'on utilise à l'école, surtout pour les premières classes, parce que c'est un moyen éducatif qui fonctionne très bien, les langues familiales des enfants dans les écoles. Hein, au moins à l'école primaire, quitte à réduire un peu après, hein, mais qu'au moins ça ait sa place là, et du coup ça lui donne une dignité, ça lui donne un usage pédagogique, et ça garde sa place dans un plurilinguisme camerounais. Après, il y a aussi au Cameroun, il n'y a pas 280 langues à égalité, hein, il y a aussi des groupes camerounais qui sont plus dominants par rapport à d'autres, et dont les langues servent un peu de langue véhiculaire dans certaines zones du Cameroun. Il faut aussi prendre ces langues véhiculaires en compte. Hein. Alors, je sais que le Cameroun est en train d'essayer d'entrer dans le programme ELAN, enseignement à langue africaine nationale, oui. Pour que, comme on l'a fait au Mali, au Niger, etc., pour que les enfants soient d'abord scolarisés dans leur langue et puis qu'on introduise petit à petit d'autres langues. Mais c'est plus compliqué en Afrique centrale à cause de la plus grande diversité linguistique. Ça demande plus de moyens, plus de maîtres formés dans des langues différentes, ça a un coût qu'hélas, on a du mal à financer tant que vous n'aurez pas réussi à piquer les ressources pétrolières à Total et à Shell. Je vous remercie, Monsieur Philippe. Bon, merci beaucoup. Serhat, on vous écoute. Merci Françoise, merci Monsieur Blanchet. J'ai une petite question sur le terme glottophobie qui a été forgé par vous. Au début de votre présentation, vous nous avez montré une carte de France du 19e siècle. Pour certains départements, on peut dire que presque toutes les communes sont non francophones, c'est-à-dire qu'il y avait peu de personnes qui parlent français à cette époque-là. Dans ce cas-là, à cette époque-là, est-ce qu'il y avait les traces de la glottophobie entre les francophones et les non-francophones? Et quelles étaient les perspectives linguistiques? Pour les autres langues de France? Exactement. Alors, des traces de glottophobie, oui, la société française est une société où la glottophobie est encore très répandue, non seulement contre les langues dites régionales, ce qui est une façon aussi de les minorer, hein. Moi, je ne veux pas qu'on appelle ma langue une langue régionale, c'est une langue, point, voilà, c'est la langue de la Provence, et c'est la langue de ma famille, et aussi contre les langues de l'immigration, hein. Il y a beaucoup de comportements méprisants, stigmatisants, éventuellement même discriminants contre des gens qui parlent une langue de l'immigration en France, y compris le turc, par exemple, puisque dans la région où je vis, la Bretagne, il y a 3 communautés turques installées depuis longtemps, bon voilà, la question a été bien étudiée, et aussi dans les traces de ces langues quand on parle français, puisqu'il y a en France, ça a été bien étudié par moi mais aussi par d'autres, hein, des formes de discrimination clairement attestées contre les gens qui parlent français avec un accent, ce qui est en général la trace d'une autre langue dans leur français, que ce soit une langue régionale, le breton, l'alsacien, l'occitan, le provençal ou le corse, enfin vous voyez bien ce que je veux dire, ou une langue de l'immigration, que ce soit l'arabe algérien ou peu importe laquelle, hein, voilà, y compris quand les gens parlent une autre variété de français. Par exemple, en France, les Québécois font l'objet de discrimination, y compris à l'embauche, alors que le français est leur langue première. Mais on considère que leur accent, c'est comme l'accent du Midi, c'est pas sérieux.
qu'on ne peut pas travailler en parlant comme ça, et on leur refuse des emplois pour cette raison-là. Même chose pour quelqu'un qui parlerait un français du Maghreb. Il y a un français du Maghreb clairement établi depuis un siècle maintenant, avec des caractéristiques bien connues, qui est parfaitement légitime, hein, des gens qui parlent français comme vous et moi, hein, mais qui parlent français avec une autre prononciation, et à qui on va refuser toute une série de choses au prétexte de leur prononciation. Donc oui, il y a clairement une pensée glottophobe qui est très répandue encore dans la société française. Je fais partie des gens qui travaillent à la combattre et à essayer de faire voir les langues autrement, mais il y a du boulot, ça c'est clair, oui, bien sûr. Et l'avenir des langues dites régionales de France est pas très... Enfin, on a du mal à l'envisager positivement parce qu'elles sont toutes classées par l'UNESCO comme certaines en danger d'extinction, certaines en grand danger et certaines en danger. Mais il n'y en a aucune qui est considérée comme en situation de sécurité pour l'avenir. Hein. Donc, et la politique de la France change pas beaucoup là-dessus. Il y a une loi qui a été votée récemment, mais qui n'apporte que quelques petites choses. Ça va pas très loin. Et donc, pour l'instant, cette diversité linguistique est hélas menacée, reste hélas menacée. Merci. Tony, on vous écoute. Le micro, Tony, s'il vous plaît. Bonjour Françoise, bonjour Monsieur Blanchet. Bonjour. Alors oui, pour l'enseignement des langues, une chose qui est de plus en plus reconnue comme importante, c'est la dimension sociolinguistique, la culture qui va avec la langue. Et évidemment, quand c'est un français langue 1, le français, il aura quelque part un avantage dans ce domaine, puisqu'il doit amener des connaissances d'ordre culturel de la langue et autour de la langue. Maintenant, comme vous avez dit, la diversité, ça c'est fondamental. Et dans le cadre de la dimension interculturelle, on aborde le sujet souvent en ne faisant état que de l'importance d'apprendre la culture et la langue en question. Mais on oublie que, à mon avis, il ne faut pas mettre l'individu que l'on a en face de soi avec uniquement le réduire à sa culture et à sa langue. Il y a lui aussi, il y a une singularité chez la personne. Autrement dit, oui, la langue et la culture, c'est obligatoire, il faut la connaître, mais il ne faut pas réduire une personne uniquement à sa langue et à sa culture. Il y a elle aussi qui a sa place. C'est là, si dans cette démarche, si nous opérons dans cette démarche, à ce moment-là, les problèmes que vous avez à juste titre cités, hein, la langue qui doit être, la diversité, les langues régionales, etc., par exemple, on peut dire que pour la langue française, si j'apprends le français pour aller au Cameroun, je vais apprendre le français, mais je vais essayer aussi de connaître la culture des Camerounais. Hein, je vais essayer d'apprendre ça, pas que le français, mais le français avec la culture camerounaise. Et en arrivant là-bas, quand j'aurai en face de moi un Camerounais ou une Camerounaise, je ne vais pas la réduire uniquement à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on les met tous dans le même sac, et après, on sait ce qui se passe aussi. Donc, alors oui, il y a quand même la dimension culturelle qui reste chez l'enseignant quelque chose. Alors, comme nous sommes en Turquie, hein, je suis à l'université de Marmara, alors là, on est une super équipe. Hein, je dis franchement, moi, je suis très très heureux hein, là-bas. Et avec des personnes performantes et compétentes, et nous nous complétons les uns les autres, parce que nous apportons
moi, je m'enrichis de la culture turque à travers eux. Et moi, mon Dieu, ce que je peux apporter de la culture française au travers des différentes branches, eh ben, je le fais, quoi. Voilà. Bah, mais écoutez, merci. Alors, personnellement, je pense comme vous. D'abord, je préfère qu'on soit dans une approche interculturelle qui, justement, est centrée sur l'interaction avec les personnes que dans une approche culturelle où on apporte un bagage, parce que le bagage, ce bagage, d'une certaine façon, il n'est pas en pratique, quoi, voilà. Hein. Et l'autre chose, oui, il faut savoir des choses, enfin, il faut avoir des éléments culturels, ne pas les projeter sur les personnes, et je dirais même ne pas les projeter sur les pays, parce que il peut y avoir dans certains pays une forme de culture partagée, de culture commune. C'est probablement vrai en partie pour la Turquie, où vous êtes, de ce que j'en sais, mais c'est un pays que je connais que de l'extérieur, hein, donc ma connaissance est très livresque. C'est en partie et seulement en partie vrai pour la France, parce que il y a une culture scolaire que tout le monde apprend à l'école, mais les modes de vie des Français sont très variés d'un endroit à l'autre de la France. Moi qui suis méditerranéen, latin, ma façon de vivre, ma façon de comprendre le monde, d'entrer en relation avec les gens est plus proche des Algériens, des Italiens et des Espagnols. Ils me le disent tout le temps d'ailleurs, hein, que des Bretons avec qui je vis. Alors maintenant, j'ai appris, donc je sais faire, ou des Alsaciens ou des Parisiens même. Hein, voilà. Souvent, mes amis algériens me disaient « Mais toi, on dirait que tu n'es pas français ». Ben oui, parce que je suis méditerranéen et donc je partage avec vous plein de modes de relation que j'ai déjà, c'est ma façon d'être, de vivre avec vous. Et pour eux, c'était pas français, parce que pour eux, la France, c'est Paris, donc voilà, c'est pas Marseille. Marseille, de toute façon, ça fait partie de l'Algérie. Il y a une blague en Algérie qui circule là-dessus. Bref, donc voilà, c'est pour ça que c'est pareil, je suppose que Sandrine nous dirait que la culture camerounaise, très probablement, ça n'existe pas. Je vois pas bien comment pourrait exister au Cameroun une culture commune. Peut-être une histoire commune, en tout cas à partir de la colonisation, pas avant, mais une culture commune, je ne pense pas, sauf la culture scolaire dans la partie francophone et qui n'est pas la même dans la partie anglophone. Et c'est pour ça que je crois que vous avez raison, il faut être très vigilant sur la question culturelle, parce que sinon on a tendance à homogénéiser les choses, y compris à inclure de force les gens dans des trucs homogènes, alors que finalement les gens ne sont pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me semblait qu'Alper voulait poser une question, mais je ne sais pas s'il est toujours là. Si. Oui, Alper. Je vois le nom sur l'écran. Voilà, il est là. Allô, oui. Oui, Alper. Vous m'entendez? Oui. Non, c'était pas une question, mais je voulais juste apporter, faire une petite contribution, parce que vous avez dit que le français était parlé par une petite minorité. Je pensais notamment au rapport Grégoire, qui parlait au XVIIIe siècle de la nécessité et des moyens d'anéantir les patois. Donc, la valorisation du français s'est réalisée au détriment d'autres langues parlées en France. Oui, une petite minorité à cette époque-là, bien sûr. Hein. Oui, à cette époque-là. Jusqu'au début du XXe siècle, le français était minoritaire en France. Oui, ben c'est pour ça, évidemment, que j'appelle cette période la période d'expansion totalitaire du français, parce que ça a été fait par la force. Aussi bien en France, dans ce que certains ont appelé le colonialisme intérieur, que à l'extérieur de la France, dans ce qu'on appelle la colonisation tout court, ça a été fait par la force. Hein. On a conquis l'Algérie par la guerre, voilà, on s'est emparé du Cameroun par la force, et on a imposé le français aux Bretons et aux Provençaux par la force. Donc à ce moment-là, on est dans une démarche totalitaire. C'est pour ça que je pense que… Bon, après, ça n'empêche pas qu'on s'approprie le français et qu'on dise, d'accord, il est arrivé par cette voie-là, que je réprouve, mais maintenant, moi, j'ai la possibilité de parler français, ben, je vais m'en servir et en faire une de mes langues quand même. Moi, par exemple, c'est ce que je fais. Hein. Le français, c'est ma principale langue de travail. Je travaille dans des instances francophones et j'essaye justement de dire, de tenir ce discours que j'ai tenu aujourd'hui à tous les francophones du monde. Le français est votre langue.
appropriez-la vous, voilà, faites-en votre butin, pas forcément de guerre, parce que la guerre, si on peut l'éviter, c'est mieux, mais faites-en votre butin. Voilà, ça n'empêche pas que je réprouve qu'on ait fait subir des sévices physiques et psychologiques odieux à ma grand-mère pour l'obliger à parler français quand elle allait à l'école et lui interdire de parler provençal. Mais le français est arrivé quand même, c'est pas grave, je vais en faire, enfin c'est pas grave, je vais quand même en faire quelque chose, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres questions, est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser d'autres questions? Merci Françoise. Je n'ai pas de questions. Je voudrais tout simplement remercier Monsieur Blanchet. Et comme vous ne connaissez pas la Turquie et Istanbul, nous serons ravis de vous accueillir à Istanbul. Merci beaucoup. Dans des temps meilleurs. Oui. L'an dernier, en fait, on avait un beau projet et puis… Eh oui, j'aurais dû venir. Eh oui, tout était prévu, organisé. Mais je reste optimiste, oui, puisque je viens de faire renouveler mon passeport qui arrivait en fin de vie. Donc, je continue à espérer pouvoir aller rencontrer des gens dans le monde quand nos santé seront moins menacées. Oui. Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, moi, je voudrais faire juste, pardon Françoise, juste une petite remarque par rapport à ce français standard. Moi, je l'ai pas compris pendant très très longtemps, mais si on écoute les chaînes, alors je vais utiliser un mot que les jeunes ne connaissent pas, mais les chaînes hertziennes de la télévision, il n'y a pas d'accent. Je crois que le seul, c'est Apathy, qui vient du sud-ouest, qui a été un peu bâché, pardon pour le terme, mais par un politique il y a quelque temps. À la radio, il n'y a pas d'accent. Il y avait, je crois, Alain Gillot-Pétré qui avait son accent quand il présentait la météo, mais les accents n'existent pas. Hein. On est dans un français standard et moi, j'ai cru pendant très longtemps que tout le monde parlait comme moi. Et comme les gens à la radio ou à la télévision, jusqu'à ce que venant du nord, de la moitié nord, je suis arrivée à Bordeaux faire mes études et ensuite à Toulouse avec mon mari, où voilà, la serpillière, alors moi j'ai eu la serpillière, on appelle ça une patte, c'est vrai, hein, vous avez raison, le crayon de papier aussi, voilà, il y a plein de vocabulaire et d'accent qui posent problème. Moi je me suis retrouvée parfois en difficulté en faisant de l'humour avec des mots que je croyais commun à mon interlocuteur, mais en fait, non. Hein, voilà, et les accents n'existent pas, malheureusement, je trouve. Hein. Oui, alors c'est un tout petit peu en train de changer parce qu'il y a une prise de conscience depuis 4 ou 5 ans en France sur ces questions de discrimination glottophobe, notamment à cause des accents, parce que là, vraiment, les gens se disent que c'est complètement arbitraire et insupportable. Il y a d'ailleurs un projet de loi qui est en cours d'adoption au Parlement, qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale fin novembre, qui doit passer au Sénat, mais le député qui en est porteur, avec qui j'ai travaillé, puisque j'ai servi… Oui, c'est grâce à vos travaux. Voilà, m'a encore envoyé un texto il y a 3 jours en me disant qu'il n'arrivait pas à obtenir de l'inscrire à l'ordre du jour du Sénat, mais il y a quand même des choses qui sont en train de changer sur cette question-là, mais vous avez raison, il y a eu une discrimination à l'embauche dans tous les métiers de parole en France, qui a commencé dans les années 60-70 et qui a été très stricte et très forte jusque, je vous dis, dans les 5 dernières années. Et donc, bannissement total des gens qui parlent français, un français avec un accent trop audible, dès lors que notamment ils avaient une relation avec des personnes, parce que c'est pas seulement vrai pour les métiers de prestige, hein. C'est vrai aussi pour quelqu'un qui est à l'accueil d'un immeuble, au guichet d'une banque, enfin vous voyez, qui sont pas des, ou à la caisse d'un magasin, qui sont pas forcément des métiers prestigieux, et il y a des gens à qui on a dit non, vous pouvez pas être en interaction avec du public avec un accent. Le même public ayant le même accent parce que c'est dans le même endroit en plus. Hein. On m'a rapporté il n'y a pas longtemps le cas de quelqu'un qu'on a refusé d'embaucher dans une banque au Béarn parce qu'il avait l'accent béarnais. Voilà. Vous devez représenter la norme. Il faut représenter la norme parce que ça fait plus chic. Voilà. Sauf que pour les Béarnais, ça ne fait pas plus chic. Hein. Ça fait parisien. Et faire parisien, c'est pas un avantage. Hein. Je crois que Béthul veut prendre la parole. Ah, pardon. De rien. Alors oui, voilà. Bon, j'ai levé la main, mais en fait, j'ai pas de questions particulières. C'était très clair, en tout cas. C'était très stimulant.
Moi, je vous remercie personnellement parce que dans les choses que vous avez énoncées, je me suis retrouvée, j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance en fait, parce que j'ai grandi en France. Je suis franco-turque et je suis à Istanbul depuis 8 ans. Je travaille donc avec Madame Füsun, Yaprak, Serhat, Tony, donc on est collègues, Françoise aussi, qui est donc de l'université de Galatasaray, on se connaît tous. Et le français a une place à part pour moi, c'est un peu ma langue de cœur que je dis, parce que j'ai grandi dans un bain culturel français, je dirais. Et le turc depuis 8 ans, parce que je ne parlais pas beaucoup le turc en France. À partir du moment où j'étais dehors, en fait, je me sentais comme obligée de parler en français. À l'école, c'était interdit. Alors là, j'ai mes neveux, quand on leur interdit de parler le turc à l'école, alors là, je rebondis, je suis furieuse. Je vois tout de suite les enseignantes, je leur explique, et puis, oui, mais vous savez, c'est l'école de la République, oui, ok, mais cela n'empêche que c'est leur langue aussi, donc voilà. C'est illégal, de toute façon. Vous pouvez avoir cet argument-là. Ils n'ont pas le droit d'interdire à un enfant de parler dans sa langue. Exactement. Chose que voilà, moi j'ai vécue quand j'étais petite. Donc ça m'a profondément touchée, en tout cas, vos propos. Et ça fait du bien d'entendre ces propos. Donc, un grand merci à vous et à toutes les personnes qui ont organisé donc, ce colloque depuis le mois d'avril. Donc. Et au plaisir. Donc j'espère vous retrouver peut-être à Istanbul. Donc, je réitère l'invitation de mes collègues et vraiment, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour Super. Plaisir partagé par anticipation. Oui, avec grand plaisir, parce que l'an dernier, on n'était pas encore tout à fait, on ne travaillait pas encore tous ensemble, donc j'avais construit le programme un peu centré sur Galatasaray, mais l'an prochain, en effet, on va organiser ça avec toutes les universités, Istanbul, Marmara et puis Galatasaray. Voilà. C'est l'heure de se quitter. Pardon, Françoise, je crois que Füsun veut prendre la parole. Ah, pardon. Décidément. Alors, merci Françoise. Au début, elle m'a posé cette question-là. Moi, je voulais seulement remercier Monsieur Blanchet pour sa conférence assez enrichissante, assez motivante et assez intéressante. Merci parce que moi, je donne des cours d'acquisition du langage dans le département. Je donne ces cours depuis des années et votre conférence m'a beaucoup intéressée. Merci beaucoup. Et parce que ce sont des questions qu'on se pose en général dans nos cours d'acquisition du langage sur la langue maternelle, langue étrangère, sur la francophonie, sur la diversité francophone, etc. Donc, ce sont des sujets très intéressants. Et merci encore une fois pour votre conférence, pour cette communication assez enrichissante. Et on vous attend à Istanbul. On serait ravis de vous accueillir à Istanbul. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Füsun. Donc je crois que c'est l'heure de se quitter. Merci à tous. Un grand merci à Serhat pour avoir assuré techniquement et pour nous avoir rassurés sur plein de choses pour que ça marche très bien. Donc merci beaucoup. Merci à toutes mes collègues. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et eh bien, j'ai fait passer un petit questionnaire qui est dans le fil de discussion. Si vous pouviez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous permettrait avec Vincent et avec l'association des professeurs de français d'Istanbul de construire, de penser à la prochaine édition l'an prochain. Voilà, donc un grand merci à tous et puis à très bientôt. Bon courage en Bretagne et puis ici à tous, on se souhaite beaucoup de courage pour les 3 semaines à venir et on sortira bientôt. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.